Magnifique son de pression. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Happy Hour, comme dirait Monsieur Gaillet qui n'est pas là aujourd'hui. Le podcast pop culture, séries, tout ça, pour vous parler de tout ce qu'on aime autour d'une bonne bière. On va commencer d'abord en remerciant upbuddy.com, site de livraison de bière qui aujourd'hui fournit de la pale ale, de la stout, de la rouge, il y a tout ce qu'il faut et on aime ça donc on les remercie chaleureusement. Et pour boire de la bière et parler de pop culture autour de cette table, comme d'habitude, on a les barons de Clone Web. Tout d'abord Marc, il est tombé dans Star Wars étant petit et s'en est jamais remis. Salut Marc. Salut. Ensuite, on a le roux le plus blond vénitien de l'internet, Alex Loss. Salut Alex. Salut Jean-Victor. Et nos deux invités de la semaine, sachant que Mathieu Gaillet, notre chauve préféré, est parti à Cannes, le salaud. Tout d'abord, on a un homme qui a une passion pour le rose. Vous en saurez un petit peu plus tard, David. Salut David. Salut. Et enfin, on a la première note féminine de ce podcast, Océane. Bonjour Océane. Bonjour Jean-Victor. Et alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses autour d'une bonne bière. D'ailleurs, on vous invite à boire une bonne bière en écoutant ce podcast, Exactement. même s'il faut boire avec modération. Et on va commencer avec un sujet très très chaud, un sujet qu'on a espéré un petit peu comme le salut de la série française L'événement du mois de mai. que tout le monde a vu. Enfin, pas en entier, mais certains ici l'ont Ouais. vu en entier, d'autres non. Mais c'est toi, Alex, qui va introduire ce magnifique sujet de cette ville qui t'est si proche. J'ai nommé Eh Marseille. C'était un peu l'événement du mois de mai. C'était la première série française Netflix. produite par Netflix. Marseille. Bon, quand on a vu les retours, Le bon est déjà... Voilà. quand on a vu les retours de la presse, on a commencé à prendre un peu peur. Et puis quand on a vu la série, là, Alors tout le monde autour de la table a vu la série. Oui. Du En moins. entier, oui. C'est bon. il y a David et Océane qui l'ont vu en entier. Alors expliquez-nous, David et Océane, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Bah, moi personnellement, c'est les retours de la presse justement qui m'ont tellement intrigué. J'avais rarement vu une série se faire bâcher autant. Et je me suis dit, bon, bah, j'avais pas envie de la regarder à la base, mais déjà, j'aime Donc, dès pas, qu'on lui dit j'aime que pas le c'est nul, sud, il regarde. voilà, exactement. Ça m'intrigue, tu vois. Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder et je me suis retrouvé un peu happé. Par la nullité de la chose. Enfin, je sais pas si je dirais nullité, tu vois, mais Il y a un côté super attractif en fait mais dedans. oui, mais Parce oui. Il y a des twists, tu te dis mais c'est pas possible, mais en même temps tu veux connaître la suite et donc tu regardes l'épisode d'après. En fait, c'est assez fascinant parce que c'est quand même un concentré de talent. C'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ça partait quand même super bien. Bon, Ça- Dan Frank, moi je connais pas sa carrière, le type qui a soi-disant écrit la série, Ouais. parce qu'il a fait aussi Carlos et je sais plus quoi. Mais c'est réalisé par Florent Emilio Siri. Siri, ouais. Il a perdu le Emilio entre temps, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'il le remette parce que depuis ça va plus du tout. Et en fait, c'est son équipe cinéma, donc son chef opérateur, etc., qui font la série, avec Thomas Gilou, je crois, pour la réalisation Pour des les 4 autres derniers épisodes. et notamment Alexandre Desplat à la musique, ce qui est quand Ah même bon pas dégueulasse. Ouais. Oui, enfin sa participation, elle est vraiment minime Mais comparée un à. peu comme tout le monde en fait. Et en fait, moi, ce Mais que je trouve pourquoi ce que- c'est pas bien? ce que je trouve assez fascinant, c'est que tout est raté, quoi. Oui. Il y a rien qui est bien. Si, il y a deux choses qui sont il y a une chose qui est bien, c'est Le générique. Le générique. Le Ouais, générique. le générique, Le générique est pas mal. non, le générique est même excellent, quoi. Et, C'est, et le jeu d'actrice. Parce que moi, Précise. je trouve qu'il y a que les actrices qui jouent convenablement bien. Toutes Oh non, Nadia même Fares pas. inclus. Non, Nadia Fares, faut pas Non déconner. mais le chignon de Géraldine Nadja Payas, Fares, c'est, quoi, c'est ouais, assez Géraldine incroyable. Payas, ça Le va, chignon c'est joue vrai. pour elle, c'est fascinant. Donc voilà, et ceux Mais qui en ont fait- été en jusqu'au fait, bout, est-ce que ça... moi je me suis arrêté à l'épisode 4. Parce que moi j'avoue, j'ai vu que les deux premiers ouais. épisodes, et c'est marrant, c'est que j'avais vu des avis passer en mode... pour de la série, notamment Marc qui m'avait dit que pour de la série française, c'était pas si catastrophique. c'est sûr que si on c'est compare gentil, à Plus belle mais- la vie, c'est Mais un ça peu ressemble mieux, à quoi. Plus belle la vie. C'est la version Belle luxe Vie. de Plus belle la vie, pas c'est tout à ça fait qui Plus est belle comme la vie, ça, mais avec- c'est avec un plus peu plus de concentré, thunes, quoi. Mais c'est quand même Ouais. un soap familial. Enfin, c'est Non mais c'est ça, hein. c'est ça, c'est même pas House of Cards à la base. C'est vraiment un soap Ouais. familial. La Ouais, politique, c'est vraiment. On reconnaît un Ouais, peu ça la devient un touche prétexte. House of Cards, mais elle fait forcer en fait. Mais oui. Non, mais Mais ils, ont même- voulu, ils ont voulu Il y a caler marqué à House l'échelle. of Cards et de Boss aussi, de la série Boss qui a été diffusée sur Stars Ouais. il y a quelques années et ça pique vraiment beaucoup de choses aux deux séries. Bah, c'est juste qu'ils ont voulu retranscrire à l'échelle d'une ville qui est bon, pas de base super passionnante. Enfin, moi j'aime pas le Attention, sud. il y a Voilà, peut-être des j'aime pas le Marseillais sud. qui nous écoutent. Hein. Et désolé les Marseillais, mais ils ont voulu mettre un concept dans l'échelle d'une ville alors qu'à la base c'était sur quelque chose de bien plus grand dans House of Cards si on fait la comparaison et ça rend pas bien. On voit qu'ils ont pas de matière en fait.
Ce qui est assez étrange en plus, c'est qu'effectivement ils veulent parler de la politique marseillaise. T'as l'impression que Marseille, en fait, dans la série, ça se résume à 4 personnes, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Surtout que, pareil, les décors, soi-disant, ils voulaient filmer la ville de Marseille, hormis des plans de drone à longueur d'épisode. Moi, j'ai jamais l'impression d'être dans Marseille, en fait. Bah non, pas vraiment, parce qu'on voit toujours les mêmes lieux et toujours les mêmes personnes, comme tu dis. Et puis, enfin, je sais pas, ça a l'air ultra consanguin aussi. Là. Tous Mais total- ensemble, c'est. À côté Game of Thrones, c'est c'est carrément- une série très Mais voilà, et family-friendly, hein. d'ailleurs, je me faisais la réflexion par rapport à Game of Thrones, c'est un peu le même genre en fait. C'est vraiment limité. Bon, Ouais. Game of Thrones, il y a énormément de personnages, mais au final, la pseudo-intrigue principale. Enfin, les pseudo-intrigues principales sont toujours recoupées autour des mêmes persos. Et là, en fait, c'est comme si on avait juste une petite intrigue principale de Game of Thrones. Qui était étirée sur 8 épisodes. Exactement. Et on retrouve tous les mêmes trucs. Ils ont voulu nous mettre du cul. Ils ont mis du cul. Il y a du mort. Il y a de l'agression. Il y a de la conspiration. Mais. On croirait un reportage de Bernard de la Villardière, ça a l'air Mais c'est ça, c'est un reportage de M6 sur Marseille. Et en même temps, moi, avec Gérard Depardieu. Voilà. alors, je trouvais que dans le premier épisode, Siri avait un peu des idées de mise en scène. Il essayait un peu des choses et il se retrouve vite dépassé. Je te La trouve musique très clément. dramatique quand il y a un passage dramatique. Ah, le J'ai- montage, j'ai- les cuts au noir Ah, avec c'est l'espèce de truc atroce, d'opéra quoi. horrible. En On dirait regardant, en avançant un dans la vieux série, film en fait, érotique, du samedi soir sur M6, parfois c'est assez atroce. C'est vrai On a- qu'on dirait un truc des années 90. Ouais, Ouais, c'est En ça ça. m'étonnait, voilà, exactement, c'est un ouais. peu vers ça que je me tournais. Moi, ça me rappelle cette époque où TF1 te faisait des grandes sagas de l'été, Ouais. les cœurs Ouais. brûlés, tu Les vois, ce genre de Zodiacs, les trucs, machins, les ouais. Zodiacs Ingrid et Chauvin, des compagnie, trucs où- comme ça. où il y avait, Jumelle. où c'était en fait des drames familiaux avec des rebondissements Pourri. complètement dans tous les sens, Il téléphonait. Et hyper tellement Et téléphoné c'était quoi. dégueulasse, mais tu regardais ça l'été parce que bah Parce que t'étais en là, vacances et que tu captais que TF1 en TF1. vacances, la télé dans le fond, t'es sur ta terrasse, t'as un œil dessus. Avec un bon pastis. Voilà, c'est ça. Là, c'est encore acceptable, mais putain, pour Netflix, c'est sûr que c'est chaud, quoi. Bah, et une des choses aussi qui m'a pas mal choquée, c'est la vulgarité et le sexisme de la série. Tu m'aimes que pour ma pute. Que ma queue. Ah, je sais pas. Ma- Le Magie, dialogue là. incroyable. C'est Ça ne assez te fait rien consternant. Qu'on se touche le zob en parlant de Picasso. Ce qui est bien, c'est que ton accent marseillais est à peu près aussi bon que celui de Aussi, Magimel pour ouais. le coup. Je travaille. Sauf que lui, il le force une fois sur deux, c'est très bizarre. Non, et en plus, Non mais effectivement, ça, il le justifie. Il Oui, le justifie très rapidement entre Depardieu fait, en qui lui une dit phrase, si quoi. tu veux toucher le Si tu veux peuple, toucher le peuple, ouais, force exactement. l'accent marseillais. Et c'est Sauf pour ça que- qu'il parle jamais avec Oui, mais l'accent. sauf que parfois l'accent marseillais il l'utilise dans des scènes complètement débiles. C'est où très, il très parle aléatoire. tout seul, Ouais, où c'est il vrai. est avec le commissaire, tu vois. Donc, Non mais c'est marrant parce que moi du coup j'ai vu les 2 premiers épisodes jeudi soir au même moment, j'avais même pas capté où ça passait aussi sur TF1. TF1, ouais. Et effectivement quand tu lances ça sur Netflix, qui est quand même un système de diffusion mais qui a produit des choses assez formidables, notamment House of Cards, quand tu vois ça sur Netflix t'es choqué, tu te dis en termes de qualité c'est bien en dessous, et à l'inverse en fait en terminant mes 2 épisodes, parce qu'il fallait s'arrêter là, hein, j'avais pas à en faire plus, je suis retombé sur TF1 T'as et je me dis, loupé ah, des tiens. choses tellement bien. Ah ouais, je pense aussi. Mais je suis retombé sur TF1 et étrangement, soudain, voir un Marseille sur TF1, ça me choquait pas du tout. C'est vrai que là, c'était vraiment le niveau parce que c'est du qualitatif. niveau TF1. quoi. Voilà. Donc c'était très étrange, mais bon. C'était voilà, c'était un. La On- question maintenant. La question, c'est est-ce qu'il faut regarder du coup Est-ce qu'il faut regarder bah, Non. oui, mais Pourquoi pour déconner en fait. Oui. Ouais, Ouais, moi, c'est- je- c'est moi, pour je le dis lol, oui. hein. Mais moi, je dis pour le lol. Parce qu'on a quand même 2 personnes qui ont tout vu ici, donc. Ah oui, mais en fait, j'ai regardé la série parce qu'à la base, la série que je regardais était en train d'être téléchargée, donc fallait bien que je m'occupe en attendant. Oh, ça Téléchargement, balance. c'est mal, Oh là téléchargement, là. c'est mal. Téléchargement, c'est très mal. Mais non, c'était pour passer le temps, et puis je voyais des avis de gens sur Twitter qui disaient que c'était consternant, donc je voulais voir la chose, et au final, bah, en fait, l'un des avantages de la série, c'est qu'elle se regarde très bien. Enfin, le rythme est très bien géré. C'est 40 minutes x 8, ça prend pas plus d'une journée si on se binge tout, donc ça va plutôt vite. C'est le seul avantage de la saison, je trouve. C'est que bah, du coup, ça va vite, on en a vite débarrassé, quoi. Moi, je trouve ça sur- Voilà, en fait, il faut regarder cette série pour s'en débarrasser. je trouve C'est ça- la je- morale. En fait, moi, je trouve ça vraiment assez fascinant. C'est vrai le que c'est fait fascinant. que en fait. ça rate tout ce que ça entreprend, quoi. Mais tout, il n'y a rien de réussi dans le truc. À chaque fois qu'il y a une espèce d'idée de réalisation, une idée de montage, des trucs comme ça se plante juste après. Alors, sans parler du talent incroyable de Benoît Magimel en Qui Marseillais. brille toujours autant. Cet homme a eu un César l'an dernier quand même. Mais en fait, je regardais sa filmographie et à part La vie est un long fleuve tranquille, Voilà. il a pas. Reflet de la Il a déchéance une de la manière carrière. de plier ses yeux ouais, quand comme quand ça. il veut faire le méchant. Et C'est de faire tellement un- calculé ouais, en un- fait. It's serious duckface, business, hein, ça se voit. Un petit duckface et tout. Duckface.
pour avoir l'air sérieux. Non, mais Ouais. moi j'ai toujours quand même eu, au fil des épisodes, je me suis quand même dit, ça peut pas être comme ça. C'est quand même Netflix derrière, il y a quand même, il y a quand même du pognon, il y a quand même une promotion assez folle. On nous l'a teasé comme le renouveau de la série française. Et je me suis dit, avec les monstres qu'il y a dedans, il y a un moment, ça va se relever, quoi. Il nous faut tomber, il nous faut tomber. Et puis il y a un alors moment, c'est le phénix, quoi. Et Et alors ben non, 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 non. Et honnêtement, je dirais pas que c'est mauvais. Ça vaut le Si, coup de quand regarder même. un Si. peu. Bah, je sais pas. Cet homme est tiraillé Mais, par ses C'est pas un sentiments. mais c'est plaisir juste qu'en fait, coupable, ça n'a même pas la saveur d'un plaisir coupable que tu regardes pour rigoler avec tes potes. Bah, Limite, hormis tu les peux, 3 répliques à la con de Magimel, quoi. bah, tu peux faire un mais, drinking game rien que très ça intéressant, déjà, mais c'est oui. tout. Mais rien que déjà les répliques de Magimel. Enfin, je pense que les dialogues valent le coup pour s'en moquer en fait entre potes avec des bières et tout. Voilà. C'est On peut c'est faire du est-ce qu'on peut nanar faire de des la série. drinking Quoi. games. Ah, mais Ah oui, totalement. oui, clairement. oui. À chaque réplique sexiste, je pense Ah oui, c'est que vrai que ça au tu bout Ouais. peux. Au Chaque bout fois d'un que épisode, Magimel tu- Ah, parle mais de sa bite, tu c'est frôles. Mais ouais, aussi. Ouais, il en parle pas tant que ça. Par contre, il s'est tapé la moitié de Marseille, je pense. Ouais. Ça, c'est pas mal pour lui. Et c'est assez trashou à chaque fois là. Dans le dernier épisode là, quand il voit sa nouvelle coiffeuse, enfin maquilleuse, je sais pas quoi là, il fait mais vous êtes nouvelle ici? Bah oui. Et là direct, phrase d'après, il la chauffe quoi. Il est fort. Allez. Mais c'est ça, c'est l'effet César, je pense. Bah je sais pas, mais je sais pas. J'avais un petit espoir sur le truc. En fait, je compare ça un peu comme un épisode de The Walking Dead. Où globalement, C'est il se méchant passe quand rien. The Non Walking mais Dead, ça. globalement, il se passe rien pendant un épisode, on peut le dire. Il se passe rien dans chaque épisode. Et Cliffhanger. à mon avis, ils finissent par s'en apercevoir. Les mecs, quand ils ont écrit le truc, ils se disent ah merde, il se passe rien. Enfin, faut qu'on mette quelque chose, quoi. Et là, bon, bah, on va faire mourir C'est lui. vrai que les 2 premiers Ou, épisodes sont comme ça. ou Ouais. on va les faire coucher ensemble. Et ça n'a aucune logique. Ils ont aucune raison de coucher ensemble. Les mecs, ils se connaissent. Donc voilà, donc si vous avez fini Marseille sur Netflix, je vais faire une transition un petit peu capillotractée. Vous pouvez regarder un truc que David, tu nous as amené sur le plateau. Tu nous as amené Archer. Oh. Je vous ai dit, c'est capillotracté. aussi. Non, mais c'est Voilà, sur Netflix. Je vous peux avez voir le fini truc. Marseille, vous dites qu'est-ce qu'on va regarder Oh de mon dieu, bien. je me suis dit c'est bon, ça va passer à la fin et tout. C'était pas du tout ça, dans le programme. Ok, bah enchaînons sur Archer. Alors, je sais pas si vous connaissez vous Archer. Je vois Moi, très j'ai rapidement regardé ce que les c'est. 2-3 premiers épisodes. Ouais, c'est chaud au début, Archer. Il faut se mettre dedans, quoi. C'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce que c'est Archer? Alors, Archer, c'est une série créée par Adam Reed en 2009, qui est diffusée sur la chaîne FX et qui compte un peu plus de 80 épisodes maintenant. On m'avait demandé de l'actu. Alors, bah, l'actu, c'est que la saison 7 a commencé début mars. Donc, on est dedans. Carrément. On est dedans, ouais. On est dans Carrément l'actu. dedans, c'est ça. Et Archer, je l'ai choisi. Au début, je voulais parler de Steven Universe. Je sais pas si vous connaissez aussi. pas du Et qui commence aussi sa 3e saison depuis très peu de temps. Et je me suis dit, oh, allez, non. Archer. On va rester dans la thématique Marseille un peu aussi parce que c'est le même genre de truc. Enfin, Là, tu fais non, pas mais en disant mieux, ça. en mieux. C'est le même genre de truc, mais en mieux. Donc voilà, David, c'est Walking Dead égale Marseille égale Archer. Vous pouvez le contacter Non, mais sur les réseaux j'avais sociaux dit pour que les c'était une explications. comparaison un peu bizarre, mais bon voilà. Et donc Archer, en fait, c'est une série d'animation. Ouais. Déjà, pour adultes, clairement pour adultes. C'est de l'espionnage, c'est ça? Oui, c'est de l'espionnage. Et en Ouais. fait, voilà, on est dans une agence de services secrets qui s'appelle ISIS. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça a posé quelques problèmes il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, ils ont eu un gros problème de ce côté-là. La chaîne voulait annuler la série ou leur faire changer le nom de l'agence. Et finalement, ils ont trouvé un autre moyen. Genre, bon, on fait plus d'agence secret. Et puis ça passe. Et en fait, donc, Archer, on suit les aventures de Sterling Archer, qui est une sorte de James Bond plus décalé. C'est un pervers égocentrique. Ah ouais, ok, là, un maintenant, but ça de ressemble à Marseille. lui-même, qui est complètement débile, mais qui est très bon dans ce qu'il fait et qui le sait et qui en joue. Et du coup, c'est vraiment de l'animation comique, très humour noir, très what the fuck. Très très what the fuck. Et au début, on est sur des épisodes qui n'ont pas de lien entre eux, c'est juste des histoires, des enquêtes, des infiltrations, etc. Et puis petit à petit, on a un fil rouge. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est que la série en elle-même, sur sa longueur, est bourrée d'humour de tous les styles. On est sur du comique de situation, on est sur de la catchphrase, on est sur du running gag. Et tout est lié. Il peut se passer quelque chose dans la saison 1 qui va être utilisé dans la saison 5. Et tous les personnages secondaires autour de Sterling Archer sont importants à un moment ou à un autre.
Et, Donc c'est pas juste la série que tu regardes comme ça pour te marrer, faut quand même être attentif devant le truc. bah, c'est ça qui est intéressant, tu peux la regarder indépendamment, épisode par épisode, mais si tu regardes l'ensemble, en fait, tu vois toujours un lien quelque part. Et c'est très très fun. En fait, Archer, c'est un peu mon Scrubs, mais version animation. C'est le truc que je peux regarder en boucle, parce que c'est juste, des fois, tu captes des petits éléments que tu n'avais pas vu la première fois, qui sont en rapport à l'actualité de l'époque, qui sont en rapport à des films que tu n'avais pas encore vus, ou des séries que tu n'avais pas encore vues. Parce que c'est bourré de références pop culture. Par exemple, il y en a une assez évidente, c'est une référence à Arrested Development. Déjà, par tout le casting, il y a 3 ou 4 personnes qui ont joué dans Arrested Dont Development. la mère, non, il me Dont semble. la mère, Mallory Archer, qui est Lucy Bluth dans la série, qui a exactement le même rôle, mais la même gueule, le même rôle, et c'est très très fun. Et en plus, bah, c'est comme dans Arrested, en fait, il y a des conflits familiaux, c'est des intrigues internes à chaque fois, et c'est très 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 drôle, mais c'est très particulier. C'est-à-dire, on n'est pas sur du petit comique comme ça. C'est par exemple, tu vois, je sais pas, t'as vu les 3 premiers épisodes, c'est ça? Ouais, moi en fait, je voulais te poser la question d'ailleurs. J'ai un peu bloqué sur le style graphique. Alors, il fait un peu bizarre au début, Je trouve ouais. ça un peu bizarre et ça m'a un peu. Oula, c'est pas comme d'habitude, ce gros trait noir très marqué Ouais. sur les personnages, l'animation qui est finalement peut-être un peu simpliste. Elle est, ouais. Moi, ça m'a un peu rebuté. J'aime bien les trucs très fluides finalement. Et du coup, je me suis dit, est-ce que l'histoire est suffisamment intéressante pour passer au-delà et se dire on s'accroche? Alors en fait, comme il n'y a pas vraiment d'histoire sur le long terme, il n'y a pas de fil rouge entre les épisodes, à part sur les dernières saisons, où, à partir d'Archer Vice, la saison 5, on a une histoire complète, mais avec des mini-histoires à chaque épisode. Euh, Merde, c'était quoi ta question déjà? Je me suis perdu. C'est est-ce que ça Ma vaut le question, coup c'est est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher niveau graphique parce que les histoires déboîtent après? Alors, en fait, c'est pas tellement pour le graphique parce qu'ils changent pas. Comme tu dis, c'est du simpliste, mais c'est parce qu'ils ont des processus de production qui sont très, un peu comme South Park où ils doivent enchaîner. Ils ont un script et ils enchaînent. Les épisodes, ils les font très très rapidement. Du coup, on n'a pas de l'animation léchée comme on peut avoir dans d'autres séries. Mais après, pour l'histoire générale, c'est plus si t'adhères à l'humour. Si C'est t'adhères de à ce l'humour un peu style, trash en plus. oui, c'est de l'humour complètement trash, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de la référence nazie à un moment. Ah et, bah, fallait commencer bon. par là, Et, c'est bon, on rachète. On y va tout de suite, Arthur. genre, par exemple, il y a toute une intrigue autour d'un. Enfin, pas une intrigue, mais tout un lot de clins d'œil sur un des personnages qui est le scientifique de la bande, qui s'appelle Dr. Krieger, et régulièrement ils sous-entendent que c'est un clone d'Hitler en fait. Et à chaque fois, on le sait jamais vraiment, mais ils disent que c'est un ancien nazi, ou que c'est un clone d'un ancien nazi, ou que son père était un nazi, mais ça revient tout le temps comme ça. Et à chaque fois, pour chaque personnage, en fait, t'as un style. Tous les personnages servent l'humour dans un style différent. On a le scientifique nazi par exemple, mais on va avoir la mère comme Lucy Bluth dans Arrested Development, qui est une vieille alcoolo qui couche avec tout le monde, mais on va avoir la secrétaire qui est complètement shootée, mégalo, qui change de prénom à chaque épisode parce qu'elle est complètement tarée, ou on va avoir la RH qui pour ses temps libres en fait fait du combat de rue et qui est super balèze avec des vieux tatouages dans le dos, et qui elle aussi couche avec n'importe qui mais en mode bien cradingue quoi. Et C'est graphique ou ils sont quand même. Régulièrement, c'est graphique. Ouais. Ah ouais, ok. On n'a pas, c'est pas du. Je sais plus si elle doit être interdite au moins de 13 ans, donc on n'a rien de visuel. On va jamais avoir une paire de seins ou un truc comme ça. Mais c'est très fortement suggéré par moment. Ok. Que ce soit avec des objets ou avec, ou Ouais, avec carrément. des gens, quoi. Ou parfois même avec des animaux. Mais ça, c'est. Non, vraiment, c'est. Un petit peu comme dans la Cité de la Peur avec des rhinocéros, c'est ça? C'est ça. Ça a l'air sympa. Mais honnêtement, c'est très fun et ils se permettent beaucoup de choses. Et Parce c'est que- c'est des épisodes de combien de temps? D'une vingtaine de minutes. Enfin, c'est Ok. le format 30 minutes, tu viens les pubs. Donc t'en on est à as, je sais 20 pas, minutes. 20 par saison et tout quoi. C'est à peu près ça, ouais. Ok. Et un peu moins, parce que je me suis pas renseigné là-dessus, j'ai pas trouvé de réponse, mais ils partaient sur une série des saisons plus longues, à une vingtaine d'épisodes. Ouais. Mais de temps en temps, en fait, on va en avoir que 12 ou. Donc je sais pas, il doit avoir. Mais vu le style de la série, vu ce que ça aborde et vu comment c'est traité, je suis pas étonné qu'ils aient quelques petits problèmes en fait. Et ça se renouvelle bien, t'as pas une saison Ouais, qui ça se rentre renouvelle. dans Non, l'autre, non, ok. c'est depuis 2009. Bah là, on est en 2016, on est à cette saison, ça passe Et bien. les 7 sont. Ouais. Ok. C'est ça.
Tout à fait. Bah, nous allons rester dans le monde de la série. On va passer le micro à Marc pour parler non pas d'espionnage, mais de rock and roll. Cool. Alors, ouais, je voulais parler de vinyle, moi. Alors, c'est un petit peu compliqué. Mais qu'est-ce que parce c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Vinyle, c'est une série de Martin Scorsese, Terence Winter et Mick Jagger. Tout à fait. À la base, ça devait être un long métrage parce que Mick Jagger voulait évoquer avec Scorsese le monde de la musique dans les années 70. Il pensait en faire un long métrage. Puis finalement, le projet a évolué et c'est devenu une série en 10 épisodes Pour que Jagger HBO. Scorsese produisent. Winter est showrunner sur la saison 1 et Scorsese a fait le pilote d'ailleurs. Alors de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Richie Finestra, qui est le patron d'une boîte de disques à New York dans les années 70, un peu plus tard, je crois que c'est 73, 73, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est un peu le bordel dans sa vie. Enfin, ça devient le bordel dans sa vie. Ça avait l'air de l'être déjà avant que la série ne commence, mais ça l'est dès le pilote, où il participe, disons, à un meurtre. Il est complice d'un meurtre. Et tout s'effondre autour de lui, littéralement d'ailleurs, dans le premier épisode, puisqu'il se prend il est dans une salle de concert, la salle de concert s'effondre sur sa tronche. Donc c'est un petit peu costaud. C'est vachement bien, ça raconte plein de choses en même temps, sans jamais perdre son fil, puisque en fait on va suivre non seulement l'histoire de Richie Finestra et de sa femme qui est jouée par Olivia Wilde, mais aussi tout un tas de sous-intrigues. On va suivre un employé de l'entreprise qui se fait lourder parce qu'il fait une connerie, il se retrouve au courrier et puis il va tomber sur un disque et il va remonter la pente. On tombe sur une fille qui livrait des sandwichs et qui met la main sur un groupe de rock et elle trouve le potentiel de ces gens-là et elle se dit qu'il y a quelque chose à en faire. Et puis, déjà à la base c'est intéressant et puis finalement tout ça c'est inclus dans, dans l'industrie musicale new-yorkaise. Donc c'est réel en fait. On croise, dans le premier épisode, on croise Led Zeppelin qu'on voit en concert. Il y a un épisode un peu à moitié hommage à David Bowie dans lequel il apparaît. Ouais, qui est absolument super. Il y a tout un tas de choses. Le personnage d'Olivia Wilde, elle croise Andy Warhol, qui est dans un vrai décor, enfin dans la C'est la reproduction Factory, d'un hein. vrai décor, ouais, la Factory où le Velvet Underground joue aussi. Ouais. À un moment donné, elle se rend à un concert où Bob Marley et Bruce Springsteen se partagent l'affiche, et c'est un vrai concert qui a vraiment eu lieu, donc ils ont vraiment allé reconstituer le lieu de l'intrigue. C'est fidèle, si ce n'est qu'ils ont glissé des personnages dans la réalité. Après, je crois qu'au niveau des dates, ils se sont un petit peu emballés. C'est un peu une vision fantasmée en fait de l'époque. Si j'ai bien compris, il y a quand même deux trois Oui, trucs. oui, il y a ils des ont trucs un réarrangés, peu, voilà, ça les c'est peut-être tous les arrangeait. meilleurs groupes du monde qui se croisent au même moment, notamment et tout ça. Parce qu'ils croisent quand même une panoplie de gens sur une période de temps qui est très courte. Ouais, notamment pour Elvis aussi. Il y a un épisode sur Elvis, ouais, il y a l'épisode où ils vont à Los Angeles, où ils croisent Crosby, Still, Nash et Neil Young quasiment dans la même pièce au même moment. Tu dis, bon, alors, je veux bien que les mecs bossaient ensemble et tout, mais là, ils sont tous à une fête au même endroit, ça fait... et en même temps, à New York, il y a tout un tas d'autres légendes. C'est peut-être un tout petit peu gros. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça mortel. Le pilote est réalisé par Scorsese. Ouais. Parce Il y a que aussi, comment il s'appelle le mec qui a fait Never Let Me Go? Mark Mark Romanek. Romanek. Mark Romanek qui L'épisode fait un 3. épisode, ouais. Et, pour moi, la meilleure scène de la série, ma préférée, c'est dans l'épisode 3. C'est le dialogue entre Olivia Wilde et Andy Warhol, qui est filmé depuis l'écran. Au shooting? Ouais. Ouais. C'est vraiment... C'est une Ah, des plus c'est belles vrai. scènes que j'ai vues cette année. Et Olivia Wilde, elle est vraiment très très bien dedans. Je l'ai limite trouvé un peu sous-exploitée dans cette première saison. Donc j'espère que dans la 2, elle sera mieux. Ouais, mais les acteurs sont mortels. Hein. Bobby Cannavale en Richie Finestra, c'est une idée géniale. Il y a aussi le fils de Mick Jagger. Il y a le fils de Mick Jagger qui joue qui justement joue le leader du groupe. Le leader du groupe, ouais, exactement. Qui s'appelle je sais plus comment. Qui marche dans les traces de son père, du coup. Puisque c'est un Puis qui a peu le- vraiment la même gueule que Ouais, son ouais, père. surtout. physiquement, il ressemble un peu. Voilà, non, c'est vraiment mortel. Je suis un peu. Avec le recul, je crois que j'ai moins aimé le pilote que le reste. Ouais, moi Parce aussi. que, Ouais, complètement. Ouais. Parce que le pilote que Scorsese a tourné, Qui dure 1h40. qui dure 1h40, t'as vraiment l'impression de voir un concentré de tout ce que lui sait faire. Un espèce de best-of. Une espèce de best-of de Scorsese avec du rock, des mafieux, des tripes, de la couleur, des mecs qui prennent de la coke dans tous les sens. On est presque à revenir à Marseille là. On n'est jamais très loin Voilà. de cette notion de débauche finalement, hein, tu vois. Il Mais n'y a pas de Depardieu, mais il est pas loin. et du coup, C'est un ouais, figurant quand il y a de la coke. Du coup, ouais, j'ai eu l'impression de voir une espèce de best-of de tout ce que Scorsese a fait, de tous les éléments de la carrière de Scorsese réunis en 1h40. Et ça passe après le deuxième épisode, puisque c'est plus lui qui s'en occupe. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça mortel. Alors c'est un peu compliqué à voir, je crois maintenant, parce que c'est en France, c'est OCS. OCS, qui a mais je diffusé. sais
pas si ils ont un système de replay ou Non, comment ça marche mais au CS. je crois qu'ils Et ont la le- VOD. Mais de Le toute type façon, très au courant. Tu sais. le DVD, Il me semble qu'ils ont le de la DVD VOD, oui. sort dans les bacs début juin, donc dans 15 jours, 3 semaines, il y a moyen de rattraper ça en support physique. Et pour revenir à ce que disait Marc sur Scorsese, j'ai eu l'impression d'avoir le même sentiment en voyant le pilote de Boardwalk Empire, qui était aussi fait par Scorsese Oui, c'est et vrai. écrit par Terence Winter. C'est-à-dire que le début est vraiment très 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 lourd et ça finit par se décanter par la suite. Donc il faut vraiment pas se fier qu'au pilote que j'ai trouvé vraiment très très long. Il faut laisser sa chance à la série sur la durée parce que c'est là que vraiment on voit le potentiel du truc. Surtout le potentiel musical, parce qu'un des trucs qui est quand même assez cool, c'est qu'il y a plein d'espèces de séquences parfois très abstraites en fait dans les épisodes où tu vois des vieux tubes de l'époque qui sont mis en scène, des fois un Ouais. peu de manière psyché et tout. Des chanteurs qui apparaissent, parfois filmés de dos, un type qui interprète une chanson et c'est toujours très joliment mis en Mhm. scène. Et ouais, Et c'est ça, en fait, super. ça sert vachement l'ambiance du truc. Enfin, si vous aimez déjà là, le rock, parce que c'est vrai que je pense qu'en termes de crédits musicaux, Ouais, on a c'est la ce que je série voulais qui a dire. tout défoncé. La- quoi. la- c'est assez ouf parce qu'ils ont payé des droits incroyables à tout un tas d'artistes pour vraiment passer les vrais tubes de l'époque et pas s'emmerder à aller chercher des compos, des trucs obscurs ou quoi. C'est vraiment, enfin, c'est Led Zeppelin, Bowie, Beatles, Black Beatles, Sabbath. du blues, Bob Marley, tous ces mecs enfin, les droits ont été bankés puisque les chansons sont dans l'histoire, quoi. Mais d'ailleurs, dans les crédits, je crois que le consultant musical, ça doit être Mick Jagger. Donc, a Ouais. priori, il a fait tourner son carnet d'adresse pour avoir tout ça. Carrément. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi j'avais retenu que sur Spotify, ils ont mis la bande originale en intégralité. Donc le lendemain de la diffusion, chaque épisode, ils allaient rajouter à des playlists les titres qui avaient été diffusés. Donc il y a moyen de tout réécouter. Il y a un vinyle en plus. Ah. Ah, Pour le coup, ça s'appelle vinyle, ils sortent un vinyle, c'est bête, mais ouais, il y a vraiment un vinyle qui est sorti et qui est déjà dispo d'ailleurs, je crois. Mais alors, le Mais vinyle, ouais, pour tout le est coup, sur c'est pas Spotify. le vinyle, je crois que c'est des groupes qui existent déjà et qui en fait ont repris des tubes. Il y a un Parce qu'il y a des reprises aussi dans la série. Il y a des reprises dans la série, il y a des compositions. Et il me semble que si je dis pas de conneries, ce que chante le fils de Jagger, ça a été composé par Chris Cornell, qui est crédité Je savais par pas. moi, ouais. Mais Bah, il après. me semble qu'il y a aussi une chanson de Julian Casablancas de The Ouais. Strokes. Ouais, c'est pas possible. Ouais, ouais, ils ont fait Royal appel à des Blood. gens Enfin, pour, il y a vraiment beaucoup de très bons. vu qu'il y a cette histoire de nouveaux groupes qu'il faut monter, il a fallu écrire des chansons et là c'est pas de la reprise. Il y a des moments c'est pas de la reprise, c'est de la création pour la série. Ils ont fait appel à des mecs. Et du Ça coup, joue. est-ce que ça tient la route par rapport au reste, hein, ces compositions, ces nouvelles compositions? Oui, après, ça dénote pas. vu que Ça c'est s'inscrit bien. vendu quand même Ça à un s'inscrit groupe débutant, c'est surtout destiné à montrer que c'est un groupe débutant qui va enregistrer son premier disque. Même si ça sonne comme un premier disque, c'est pas grave. Ça reste de belles tenues. D'accord, ok. Donc voilà, donc si vous aimez le rock, les 70s et les bons tubes, vinyle, donc ouais, tu me dis ça ressort en Blu-ray. Ça sort en début juin. DVD True début Detective avait fait juin, pareil, donc je pense que... la BO est dans les bacs et la saison 2 devrait a été officialisée pour l'année prochaine, si je dis pas de conneries. En sachant que Terence Winter, qui est showrunner, a été dégagé ou est parti Oui, il s'est pour fait... ça, en différents fait, on en a pas parlé, mais en fait, la série marche pas du tout, accessoirement. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais C'est du que coup, ça ouais, a coûté, je crois, 100 millions la saison, un truc comme ça. Enfin, c'est très cher pour HBO. Je crois que le pilote coûte plus de 10 millions. Enfin, voilà, ils ont mis des thunes sur la table. Et en termes d'audience, ça a été un peu le four pour eux. Ils ont hésité pendant un moment à effectivement lancer la saison 2. Et du coup, Terence Winter, le showrunner, s'est fait dégager au profit de Scott Burns. Alors Scott Burns, C'est le gars qui avait écrit. il a écrit un Jason Bourne, le troisième, et il a écrit Contagion aussi pour. Et il a écrit aussi Effets secondaires. Ouais, c'est Side ça. Effects de Du coup, Soderbergh. Ok, pourquoi pas. C'est pas un showrunner, c'est pas un mec qui vient de la télé comme Winter qui avait l'expérience de Boardwalk Empire avant, mais ok, pourquoi pas. On verra bien. Bah surtout, est-ce que du coup tous les autres vont s'impliquer? Parce que Terence Winter, il est pote avec Scorsese, avec Mick Jagger, etc. Le fait que lui se soit fait virer, est-ce que du coup il y aura toujours l'ombre quand même de ces deux géants Bah, autour de la série? On a vu quand même que Bobby Cannavale avait pas l'air super heureux du départ de Terence Winter quand Ouais. il était venu à Paris pour le festival Série Mania. Puisque Vinyl ouvrait le festival, il a donné des interviews et dedans il disait clairement qu'il n'était pas du tout content de ce qu'avait fait HBO. Donc Ouais, Ouais, Ça il va avait être notamment tendu. lâché un HBO protège plus les créateurs ou un truc comme Ouais. ça. les gens sont pas très chauds. Après, si on sert à tout ce beau monde, du bon scénario et que Scorsese est toujours là pour jeter un œil à la prod et compagnie, ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison. Et puis merde, ils ont laissé des pistes ouvertes. Moi, je veux connaître la fin, quoi. Je peux pas rester sur. Enfin, je veux pas spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais il y a des trucs qui sont pas clôturés à la fin et t'as quand même envie de savoir comment ça se termine. Encore une fois, comme pour Marseille. Mais C'est le point je crois Marseille. qu'il se dégage Marseille, en fait. une Tout est thématique.
dit, hein. depuis Tout tout est à lié. l'heure, hein, entre Ouais. les Je cliffhangers suis et la d'accord. coke. Voilà. Ouais, j'attends de voir avec mon dernier sujet quand même si on arrive à trouver un lien avec Marseille, On va le trouver. mais pourquoi pas. On va continuer dans l'univers des séries et en finir avec Océane qui va nous parler d'une série qui a commencé à être diffusée récemment en France, si je dis pas de bêtises. Qui est sorti en DVD et Blu-ray récemment en France. Ah d'accord, elle n'est pas directement. passée par la case télé. Eh ben non, Et ça Non, s'appelle Outlander. Outlander. C'était diffusé sur Netflix aussi. Ouais, Netflix Tout a à récupéré fait, la oui. saison 1. Outlander, c'est une série historique qui est adaptée d'une série de best-sellers écrits par Diana Gabaldon. Et donc plusieurs tomes sont déjà sortis en France. Alors il faut savoir que ce sont de gros pavés de 500-600 pages. Donc Game of Thrones style. c'est vraiment du lourd. Et ça raconte l'histoire d'une infirmière de guerre qui s'appelle Claire Fraser. L'histoire commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est une infirmière Ça. anglaise qui rentre du front et qui va en Écosse avec son mari pour une deuxième lune de miel. Et il s'avère que lors d'une visite sur un site de menhir, elle se retrouve transportée dans l'Écosse, mais 3 siècles plus tôt. Ah c'est chiant. Ouais, c'est pas très pratique. C'est Et toute seule problématique. évidemment, puisque son, Oui. son Et toute mari seule. reste de l'autre côté. Les spectateurs de Camelot savent que c'est très mal de rentrer dans les sacs de pierre. Il faut pas faire ça. Et donc à peine arrivée, elle manque de se faire violer par l'ancêtre de son mari. Ah, ça aussi c'est pas chouette. Voilà, ça commence pas très bien pour elle. Et J'ai en connu fait, des voyages en Écosse un peu plus sympathiques quand même. hein. donc elle finit par être accueillie par un clan écossais qui décide de la protéger parce qu'en soi, comme elle est anglaise et que eux sont écossais, à l'époque, c'était pas vraiment l'amitié entre les deux pays. D'aucuns diraient que c'est toujours pas le cas. Donc voilà. c'est ça. Et que l'Écosse demande toujours son indépendance d'ailleurs. Et du coup, on va suivre sa vie dans l'Écosse du XVIIe siècle. Ouais, on va découvrir voilà. sa vie dans l'Écosse du XVIIe siècle, les clans, la rivalité avec l'armée anglaise qui est installée là-bas. Et on va aussi suivre son rapport à l'époque, parce qu'en fait, son mari est historien, je crois, ou maîtrise en tout cas le sujet. Donc, elle a été hyper briefée sur les gens qu'elle va croiser dans des livres d'histoire. En plus de ça, elle est infirmière de guerre, donc elle a des talents modernes à mettre en œuvre sur place, et donc elle va être reconnue pour ça. Et en plus de ça, à un moment donné, elle va se dire qu'elle va peut-être essayer de rentrer chez elle. Elle se retrouve très C'est éloignée. Retour vers le futur mais en Écosse en fait. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça parce qu'il cherche pas, il joue pas tant que ça avec la temporalité. Elle est bien installée en Écosse, elle y passe du temps, mais à un moment donné, il faut quand même qu'elle rentre Dans à la maison, saison quoi. 2, quand même, il joue quand même pas mal avec la temporalité, de ce que j'ai vu dans le début de la saison 2, en tout cas. Le premier épisode, ouais. Il y a combien de saisons en tout là pour l'instant Alors, pour le moment, la deux. deuxième est en cours. Ouais. Donc Netflix a mis, elle existe, comme disait Océane, la première saison existe en DVD. Et Netflix diffuse les épisodes à 24 heures après la Ok. diffusion américaine. C'est sur Amazon aux États-Unis, je crois. Et ils ont récupéré étonnamment les droits pour la France. Et ils diffusent un épisode par semaine de la saison 2. Ouais, donc il faut que les gens en profitent sur Netflix parce qu'a priori si Amazon décide de transmettre son système en France ça va Ouais, dégager à un quoi. moment donné, on va se faire avoir. Mais pour le moment, tout est sur Netflix, on peut te rattraper. Moi, j'avais vu le pilote, j'avais trouvé ça extrêmement chiant. Pas ça. C'est vrai que le début, il faut vraiment s'accrocher. J'ai eu beaucoup de mal, c'est vrai. Après, C'est voilà, un peu presque le principe d'un pilote au final. hein. On a le ton de la série, mais on n'a pas vraiment le. Pas tant que ça en fait, je trouve que le pilote, j'ai un peu continué quand même, j'ai regardé 2-3 épisodes, mais je trouve que le pilote est quand même extrêmement différent du reste de la série. Je sais pas si... Ouais, c'est normal, ne serait-ce que même en matière de couleurs, de rythme, de musique, c'est vrai qu'ils ont vraiment travaillé les différences entre la partie présent, entre guillemets, et la partie passée. Et du coup, donc la saison 2 va pas trop spoiler, mais du coup, le premier épisode, par exemple, est extrêmement déroutant dans la mesure où c'est un peu la même chose que dans la saison 1, pour des raisons qu'on ne dira pas ici. Ouais, c'est un peu compliqué à raconter, mais ouais. Alors moi, je voulais préciser un truc pour les gens qui connaissent, c'est que le showrunner de tout ça, c'est Ronald D. Moore, qui est bien connu parce qu'il a showrunné Battlestar Galactica pendant une pelletée de saison, et qu'il est bien connu. Voilà, c'est un garçon qui sait raconter de belles histoires, et du coup, il applique son talent à l'Écosse, et il a ramené avec lui ses copains, notamment le compositeur dont le nom m'échappe. Bien McCreary. Merci, qui avait fait du super boulot sur Battlestar Battlestar, Galactica, et là qui s'éclate avec des thèmes écossais, donc c'est assez cool.
La musique est très belle et le casting est très très bon aussi. Et j'ai ouï dire que c'était très choquant, trash par moment. Alors, Oui, et en ça, Alex en sait quelque chose. J'ai vu des bouts de la fin de la saison 1 et c'est vrai que c'est assez hardcore parfois quoi. c'est hardcore et c'est très hardcore à regarder. J'ai eu beaucoup de mal à regarder aussi et à le lire. Mais Parce en fait, que, c'est hardcore voilà. comment? C'est genre Game of Thrones où ça veut choquer absolument? Ou- C'est quoi? Ça veut choquer, mais les conséquences de ce qui se passe c'est sont moins bien gratos traitées. en fait. Game of Thrones, c'est quand même du cul pour du cul, pas mal, Ah bon? surtout dans les premières saisons. Là ça a trouves? vraiment des grosses conséquences sur le récit, ça traumatise des personnages. Enfin, tu vois, c'est- La c'est psychologie conséquences, ouais, des c'est pas gratuit, personnages qui Ouais, sont voilà, c'est pas traumatisés gratuit. est vraiment très très bien Ouais, c'est écrite. super chaud. C'est pas juste on met un viol pour violer. C'est vraiment. Mais Non, Il y a non, plus mais voilà, c'est- derrière. Non mais c'est important, c'est si, Non, mais c'est si important la scène de choquante de sert le traiter. récit, c'est Voilà, c'est le intéressant. stress post-traumatique de l'événement est très très bien écrit à chaque fois et c'est en ça que pour moi c'est supérieur à Game of Thrones dans le genre série historique, c'est que les personnages ne sont pas là pour se faire humilier gratuitement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie cohérence dans leur évolution et de comment la manière dont ils se relèvent de ce qui leur arrive. Et en ça c'est très très intéressant. Et D'ailleurs, puis il y a le contexte de l'époque qui, j'imagine, joue aussi vachement là-dessus. Quoi. Aussi. c'est ça. Oui. Et même, pour le dire clairement, même les scènes de sexe, contrairement à Game of Thrones, servent le récit en fait. Ça montre le, le, le personnage de l'héroïne qui est quand même qui a 300 ans d'écart, donc c'est pas le même genre de mentalité, si tu veux, sur la manière de traiter les femmes en Écosse en 1700 et des patates et au XXe siècle. Donc Ça fait marrer pas la même David. chose. Voilà, ouais. Ah, je vois pas pourquoi la vie dans les Highlands à l'époque ça devait être sympa pour une femme. C'est sûr, c'était Entre voilà, deux minières. c'était un peu gratiné, mais du coup, ouais, tout sert bien le récit, en fait, ça qui est super intéressant. Et puis le discours est sur la condition féminine, sur C'est une série qui est hyper féministe en fait. Finalement. très féministe, ne serait-ce que vis-à-vis du sexe, parce que pour une fois, on voit que c'est la femme qui prend tout en charge, si on peut dire, qui s'impose parmi les hommes, parce il faut quand même une sacrée poigne pour s'imposer parmi des lords écossais. Et donc c'est très rafraîchissant de voir un personnage féminin qui n'est pas parfait, mais qui se bat et qui est forte. Et ça Ouais, fait puis vraiment qui plaisir. s'assume tel quel. Et qui s'assume et qui au final transmet ses idées à son amant de l'époque, qui est quand même un écossais très rustre. Un rustre, un vrai. Voilà. Et donc elle lui voilà, c'est un peu leçon de féminisme pour les nuls, mais ça reste quand même plutôt amusant et plutôt bien écrit. Donc en soi, c'est C'est d'ailleurs intéressant qu'ils aient choisi de mettre une femme dans le passé et pas un homme comme on a pu voir d'autres fois en fait. C'est un angle intéressant en fait. Et du coup, en fait, c'est au niveau de l'adaptation. Donc, il y a combien de tomes? 5, c'est ça? Plus Oula, que ça. 5 ou 6. Pour savoir en fait comment est-ce que c'est une Je saison, crois un qu'il y en a- tome c'est une ou... saison. Je crois un qu'il y en tome. a plus, hein. Je crois qu'il y en a peut-être genre 9, un truc comme ça. Et sachant qu'après, l'auteur a écrit des Mm. bouquins sur plusieurs personnages secondaires, donc c'est Ouais. vraiment. Il y a un 8 ensemble. bouquins, en fait, Oui, c'est parus ça. entre 91 et 2014. Ouais. Après, Et je c'est sais pas fini exactement. Les dans bouquins quel sont ordre. finis? Non, je crois pas. Non, je crois Non, que c'est pas terminé. hein. Le Pas prochain terminé. sort cette année ou l'année prochaine, je crois. D'accord. Oui, donc en fait, la série est partie pour un sacré nombre de saisons, quoi. Bah, sachant qu'elle marche très très bien sur Stars. Je crois que c'est la série la plus regardée de la chaîne, parce qu'il y a une fanbase derrière qui est vraiment Qui très, pousse à très- fond, ouais. qui pousse à fond, et dont je fais une partie avec grand plaisir. Donc, Comment on les appelle, donc, les fans de Outlander? les Broadlanders, non, c'est pas Oula. ça. Je sais plus. Il y a vraiment un nom mon Dieu. dieu. Ouais, moi, je pensais C'est ça, tu vois, toujours- Il y a je toujours ces déconne. trucs-là Je sais chez les fans de plus. série. Jean-Victor il voulait vanner mais en fait ça qu'ils ont un existe. nom. Merde. Bon, je m'excuse auprès de tous les comment? Je Broadlanders. sais pas si c'est ça leur nom, donc Ça se trouve, Elle va se faire lyncher. vient On de va l'attendre en bas de chez elle et tout. désolée. on vient de massacrer leur nom. Donc du coup, bah très bien, ça se passe sur Netflix, deuxième saison en cours et jusqu'au mois de juin, j'imagine. 13 épisodes pour cette saison, un peu plus court que la première. C'est du 40 minutes. C'est du 50 non, c'est du 1 heure. C'est C'est une heure. ouais, c'est Stars, Ouais, et ça comme c'est prend. une chaîne payante, il y a moins de pubs et du coup les épisodes sont un petit peu plus longs que d'habitude. 50 minutes. Ok, très bien. Et ben nous allons quitter le cadre de la série. On va maintenant passer aux cases, aux BD, puisqu'on va parler de Batman Black and White. Alors Batman Black and White, Ouais, c'est qu'est-ce toi qui que t'y colles. c'est? C'est moi qui m'y colle, oui, tout à fait. Mais je suis pas le seul à l'avoir lu ici, donc c'est très bien. À la base, c'est une initiative en fait qui a été créée dans les années 90, je crois en 96. C'était un rédacteur en chef de chez DC Comics qui s'était dit que les anthologies à l'ancienne c'était bien et ils se sont lancés dans une série justement, ils se sont dit on va regrouper un pool d'artistes excellents, un peu la crème de la crème à l'époque,
Et on va essayer de faire une espèce d'anthologie autour du personnage de Batman. La contrainte est la suivante, il fallait faire des histoires de 8 pages et des histoires en noir et blanc. Et en fait, la série a très très bien marché à l'époque, donc c'était publié tous les mois aux États-Unis. Ils ont fait une première session en 96-97, et ensuite, en fait, l'initiative a tellement ancré les esprits et tellement bien fonctionné qu'ils se sont dit on va essayer de reprendre ça plusieurs fois. Donc il y a eu, je crois, au total 4 séries, donc 96-97, il y en a une autre en 2003 à peu près, un truc comme ça. Encore une autre dans les années 2000, et récemment en 2014 il y a eu encore une quatrième. Donc du coup les les éditions Urban Comics ont décidé de ressortir tout ça en français dans des gros tomes pour centraliser le tout. Il y a 3 tomes qui vont sortir. Le premier donc, qui est sorti il y a un mois ou deux, donc c'est du gros pavé, hein, il y a genre 350 pages, ce qui fait beaucoup d'histoire parce que je rappelle qu'elles font 8 pages, vous pouvez faire le calcul. Ça justifie le prix. Ça justifie, je crois que c'est 35 balles, un truc comme ça. 29 sur 29, sur ouais. Amazon. Voilà, acheter sur Amazon, c'est bien. Et pourquoi c'est excellent? Parce que, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que on a énormément de versions de Batman, énormément d'interprétations de Batman. On pourrait penser que c'est une contrainte d'écrire 8 pages en noir et blanc. Et en fin de compte, comme ils ont quand même pris des auteurs de... Bon, pour en citer un petit peu, il y a Darwin Cook, d'ailleurs feu Darwin Cook, qui nous a quittés aujourd'hui. Il y a Tim Sale, Bruce Timm, Jeff Loeb, bon, ça c'est pour les plus connus de chez DC. Il y a Bill Sienkiewicz, Walter Simonson. Enfin, je pourrais faire du name dropping pendant 10 minutes parce qu'il y a vraiment un monde fou autour de ce projet. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est plein d'histoires très différentes. Il y a parfois des trucs hyper cartoon, hyper action, d'autres où on va se concentrer pas du tout sur le personnage de Batman, mais sur un pauvre type dans Gotham qui vit dans cet univers et dont la vie est bouleversée par cet univers dont une petite action s'inscrit dans la mythologie de Batman, etc. Et en fait, je pense que c'est un très très bon moyen, tu vas me dire ce que tu en penses David, parce que tu l'as lu toi aussi, d'approfondir en fait l'univers de Batman, sa mythologie, parce qu'on découvre finalement énormément de versions et on se rend compte en fait de la capacité d'adaptation, de flexibilité presque, j'ai envie de dire, du personnage à passer d'un genre à l'autre, d'un type d'histoire à une autre, parce qu'il y a tout en fait. Il y a notamment une histoire, alors je sais plus par qui elle est écrite, sur un type qui est complètement fou et qui en fait tue les gens qui ne sont pas polis. Par exemple, Monsieur Civisme. Monsieur Celle-là est Civisme. vraiment géniale. Et en fait, c'est Bruce Wayne, enfin Batman, qui poursuit un type qui, par exemple, on l'a doublé dans une file d'attente, il tue le gars. Il fait que des trucs comme ça, et donc il arrive et il commence à engueuler Batman en C'est disant. génial. C'est super. Non, vraiment, l'histoire, celle-là, c'est, je pense, ma préférée dedans, parce que le concept de base est vraiment extraordinaire. Et il y a toute une discussion, un dialogue avec Batman, justement, sur le sens de la justice, où le gars lui dit mais tu comprends pas, le gars m'a doublé, c'est pas possible. Batman il fait non mais voilà, fais un effort. Celle-là, justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces compilations, c'est que à chaque fois, bon, comme tu disais, on présente un point de vue différent de Batman, et sur celle-là en particulier, ils insistent beaucoup sur le fait que le degré de justice de Batman est relatif par rapport aux autres gens à côté. C'est-à-dire que Monsieur Civisme tue des gens parce qu'on a fermé une boutique 2 minutes trop tôt. Et que genre de truc. quand Batman vient sur le lieu du crime, t'as le policier qui lui fait non mais ouais c'est mal ce qu'il a fait mais je le comprends quoi. Et donc t'as Batman qui est ultra carré, et d'ailleurs la conclusion de cette histoire est absolument magnifique, où Batman explique à Monsieur Civisme que les temps changent, mais Batman lui par contre ne change pas par rapport à son rapport à la justice quoi. Et vraiment c'est confronté, et t'as vraiment les deux extrêmes dans un sens, et j'ai trouvé ça très bien. Et ce qui est drôle, c'est que c'est 8 pages, et déjà c'est assez dense. Mais c'est super dense en 8 pages, comme tu dis. Et donc, comme il y en a, je sais plus combien dans le bouquin, en fait, il y a énormément de choses. Puis bon, c'est facile à lire parce que, comme c'est que des histoires de 8 pages, vous pouvez arrêter et reprendre quand vous voulez. Donc voilà, je répète, il y a un tome qui est sorti, il y en a 2 autres qui vont arriver bientôt. Et je vous le conseille fortement parce que, comme il y a tous les styles d'écriture, tous les styles de dessin, bon, hormis la limite du noir et blanc. Je pense que si on aime Batman, et même en général, je pense que c'est quand même une excellente Mais BD. est-ce que ça se tient en 8 pages? Est-ce que moi ça me fait penser un peu, tu sais, dans les films à sketch, t'as toujours t'as toujours des sketchs qui sont un peu pourris et d'autres qui sont géniaux. C'est ce que j'allais dire, en fait, je trouve que pour une fois, t'as pas tellement l'effet à boire et à manger. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand t'as des histoires comme ça courtes, souvent il y en a qui sont très bien et d'autres bof. Et là, globalement, j'ai pas l'impression, enfin, il y en a peut-être une ou deux qui sont un peu en dessous du lot, mais globalement, il y a rien. Il y en a quelques-unes plutôt anecdotiques, mais Ouais. qui traitent toujours quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, après, je pense qu'on retient plus celles qui sortent énormément du lot, comme celle de Monsieur Civisme, qui était vraiment très très bien. Mais il n'y en a aucune qui te laisse un sentiment de ouais. Ok.
Parce que comme c'est vraiment des maîtres de la BD qui ont bossé là-dessus, il y a toujours un truc qui est captivant dans une histoire ou une autre. Moi, par exemple, il y a un auteur que je déteste qui s'appelle Howard Chaykin, je trouve qu'il est un type qui dessine horriblement mal, mais qui est hyper connu en fait dans le monde de la BD. En l'occurrence, l'histoire qu'il a fait dans ce tome-là, alors je sais plus laquelle c'est exactement, mais je sais qu'elle m'avait complètement soufflé. Et tu sens vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sens l'effet prestige. C'est vraiment, ils ont réussi à créer ça avec cette mini-série-là où les gars se sont dit on va vraiment mettre tout ce qu'on aime sur le personnage de Batman en 8 pages. Et donc en fait, t'as l'impression qu'ils se sont tous défoncés à la tâche, quoi. Mais ouais, voilà, je me disais exactement la même chose. Comme on n'est pas sur une histoire qui fait des centaines et des centaines de pages, les gens ont moins le temps de se perdre et du coup, on a moins le temps d'être déçu potentiellement. Oui, parce qu'ils vont à l'essentiel. Exactement, il y a une idée générale et sur 8 pages, t'arrives à la traiter en fait. Donc t'as pas. T'es pas en attente d'un résultat par rapport à l'histoire qu'on t'a donné, c'est juste c'est une nouvelle quoi. On t'offre un petit shot de Batman selon le point de vue de quelqu'un et c'est souvent très philosophique, très bien traité et assez puissant. Non, surtout ça permet vraiment encore une fois d'aborder le mythe sous plein d'aspects, mais en fait d'en montrer combien il est, en fait de comprendre aussi pourquoi il fascine tant ce personnage au final après des années et des années de publication. C'est qu'effectivement il peut aborder plein de sujets différents, parfois aussi par le prisme de la ville de Gotham, etc. Souvent par rapport à la souvent d'ailleurs plus par la ville de Gotham. Parce que c'est vrai qu'en fait il y a des histoires où Batman il est quasiment figurant en fait, il vient juste sur la dernière case pour aller péter la pour gueule de quelqu'un quoi. Mais sinon ça s'appelle Batman, c'est pour ça. Ouais, non, il y a beaucoup de choses comme ça, c'était vraiment très très intéressant. Je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, David approuve totalement ce choix et là j'ai plus rien à dire, c'est parfait. Et toi aussi. Moi on peut peut-être rajouter un truc qui a un rapport indirect, c'est que DC Comics a sorti une chouette ligne de statuettes qui va avec aussi. Exactement, ouais. Toutes les statuettes que les gens ont peut-être vues dans les magasins type album, etc. En général, elles sont vraiment dans la vitrine. Ouais. Elles sont en vitrine. Ils ont repris, je crois, les designs des BD et ils ont fait appel à des gens en plus pour gonfler un peu la collection et sortir des trucs. Il y a une statuette qui a été designée par Bruce Timm, Mike Mignola en a fait une. Il y a plein d'artistes qui se sont collés dessus et chaque fois c'est très bien fichu. Ouais, parce qu'en fait c'est des petites figurines, je sais pas, qui font 15-20 cm d'eau en résine, qui coûtent je crois 80€. Et en fait ce qui est marrant, c'est qu'en l'occurrence c'est encore une fois la version du personnage par un dessinateur différent et ils ont vraiment essayé de respecter le trait du personnage dans la statue. J'en ai vu quelques-unes à album à Saint-Michel. Et non, et en plus ils ont publié, en fait ils en sortent de nouvelles fréquemment avec des nouveaux dessinateurs, et là ils commencent à aussi prendre des personnages différents. Je sais que Batgirl ils en ont fait une il y a pas longtemps par Cameron Stewart, qui est en fait le dessinateur de la série Batgirl actuelle, et en fait le concept marche tellement bien qu'ils ont voulu étendre la chose. Et voilà, moi personnellement je recommande celle de Harley Quinn par Bruce Timm. Moi vous m'avez emballé, vous m'avez donné envie de lire ça. Moi aussi. Voilà, donc ça se compare un peu à un Sandman, je trouve, au niveau des histoires autour du personnage, est très courte. Et du coup, c'est bien parce que t'es pas obligé de te taper tout le bouquin, t'es pas accroché à lire. Tu peux t'en lire exactement tous les soirs avant de te coucher. Tu fais 2-3 histoires, ouais, c'est pareil. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu te fais 2-3 histoires et quand tu commences à t'endormir, t'arrêtes, et c'est nickel, quoi. Donc voilà. Et le deuxième tome, je crois, sort en septembre, si je dis pas de bêtises. Et donc il y en aura 3. Il me semblait avoir lu juin, mais peut-être. Je confonds peut-être avec quelque chose. Il me semblait que c'était mi-juin ou fin juin. En même temps, ils ont un planning de publication qui est tellement colossal chez Urban que donc oui, effectivement, ça devrait arriver assez vite. Donc voilà, suivez et n'hésitez pas à acheter pour 29€ sur Amazon Batman Black and White, parce que c'est vraiment très très bien. Maintenant, on va passer à un domaine qui n'a absolument rien à voir, le domaine du jeu vidéo. On va partir à l'aventure avec Marc ou avec Nathan Drake, je ne sais plus. Ouais, j'ai peut-être un petit quelque chose de Nathan Drake, non? Nathan Drake et Barry White. Voilà, pour la grosse. Il y a pire comme comparaison quand même. Je prends ça bien. Ouais, Uncharted 4 qui est sorti le 10 mai dernier sur PlayStation 4. Alors, le fameux. C'est un petit peu limité puisque du coup, comme c'est une exclue PS4, c'est uniquement pour les gens qui sont de la team Sony qui pourront en profiter. Sachant que c'est un des jeux qui est quand même mis en avant en mode on va vendre des consoles rien qu'avec ce jeu, quoi. Il y a déjà des packs de consoles avec le jeu. On entend que ça depuis quelques temps là, quand même. C'est du matraquage là. Là c'est le 4e jeu de la série. Il y en a un 5e qui est sorti sur PS Vita. C'est une série qui avait démarré en 2007 avec 3 titres sur PS3 si je dis pas de conneries, ou PS2 la première peut-être. Non, PS3. PS3. Voilà. Et globalement, le personnage, c'est un mix entre Indiana Jones pour le côté recherche de trésors et je sais pas. Je crois qu'à la base, ils étaient inspirés de Johnny Knoxville, mais qu'ils ont totalement perdu le truc. Gentil, voleur, beau gosse, un peu, qui enchaîne l'action. What the fuck.
qui a une bonne conscience à la fin, mais qui n'hésite pas quand même à tabasser un peu des gens et à passer un peu au-dessus des lois pour obtenir des trésors, et ça donne un super jeu. Moi, C'est un peu un Tomb Raider-like dans l'esprit. Ouais, je vais y venir. En fait, moi, j'avais démarré la série parce qu'ils ont réédité la trilogie de l'ancienne sur PS4 qui ça vient de ressortir. Ouais. Ça s'appelle Uncharted Collection. J'avais trouvé le premier jeu un peu chiant. Et en fait, parce que c'est très répétitif, le premier, c'est de la grimpe et tu grimpes sur des bâtiments, puis tu flingues des gens, puis tu grimpes sur des bâtiments, puis tu flingues des gens dans des décors qui sont un peu tout le temps les mêmes. Film à vie d'aventurier. Ouais, voilà, donc c'est un peu limité. Et en fait, plus ils avancent dans les jeux, plus ils développent l'histoire, plus ils développent la manière de raconter. Ils insèrent des flashbacks, ils insèrent, ils jouent vraiment avec la temporalité. Et puis il y a de plus en plus de grosses scènes d'action bien bourrines, limite Fast and Furious dedans. Est-ce qu'il y a babouliné dans Uncharted? Alors il n'y a pas boubouliné, mais alors dans le 3, il y a une scène où on est accroché à un avion à la Tom Cruise dans Mission Impossible Rogue Nation, et à la fin on est éjecté de l'avion avec des caisses qui sont suspendues, accrochées, et il faut remonter en vol pendant que l'avion avance. Enfin, c'est assez conséquent. Tu te dis, waouh, c'est infaisable au cinéma. C'est complètement irréaliste évidemment, hein, Tu mais sais, on s'en avec un fout, fond c'est du vert, jeu on peut vidéo. faire plein de choses. Mais c'est quand même super cool à jouer en plus. Parce que c'est très bien fait. Voilà, le personnage est très maniable. C'est très cool. Et donc voilà, Uncharted 4. Alors, du coup, voilà, le troisième s'était terminé un peu en mode le mec prend sa retraite et puis on se doute que, en fait, non, parce que là, il y a un Parce que personnage. ça rapporte trop d'argent à Sony. Il y a un Donc, personnage qui revient de son passé et qui lui dit allez, viens avec moi, je te mets des coups de coude. Mais si, allez, on va repartir à l'aventure comme au bon vieux temps et ce sera cool. Et donc ils repartent de C'est un nouveau pour robot qui lui trésor. amène un truc, tout ça dans le désert. Voilà, et moi, alors, comme le jeu est sorti il y a quelques jours, moi j'ai pas eu le temps de jouer énormément de temps, mais j'ai bien aimé la narration. Tu commences par une grosse scène d'action bourrine, puis tu enchaînes avec deux sortes de flashbacks dans l'enfance du personnage pour bien te montrer que ça a été dur, il a été vécu dans un orphelinat, tout ça. Et puis tu vas un peu plus loin dans son adolescence où il faisait les 400 coups avec son frère, etc. Puis tu raccroches les wagons et tu prends l'histoire en cours de route. Et c'était plutôt cool. Et ouais, tu parlais de Lara Croft. Ce qui est rigolo en fait, c'est que le Tomb Raider qui a été rebooté donc il y a 3 ans maintenant, Ouais, c'est ça, 2013. 2013. C'est beaucoup le reboot de Tomb Raider s'est inspiré de Uncharted où ils ont vraiment même pompé des trucs par moment clairement, et en fait celui-là repique des trucs à Tomb Raider, notamment dans l'utilisation de certains objets. Là pour le quatrième ils ont inséré un grappin. Lara Croft utilise un grappin, tu vois, ils se reprennent un peu des idées. Le jeu commence, bon là je pense que c'est un clin d'œil volontaire, le jeu commence sur une poursuite en bateau où ils foncent vers une île. Et le Tomb Raider de 2013, c'est un bateau qui échoue sur une île. Ouais. Et c'est la même île, où c'est le même, tu vois, la même idée derrière. Voilà. Ça sent le crossover. Ça sent pas le crossover, ça sent le côté je me fous un peu de la gueule. Et de en la plus, il y a un crâne de cristal. Ouais, il y a une Oh. excellente référence à Indiana Jones où le personnage de Nathan Drake est chez lui dans une espèce de grenier où tu peux tripoter à chacune de ses reliques, et à un moment donné il y a un crâne de cristal, et quand tu le prends dans la main du personnage, il dit un truc du genre ah là là, cet artefact là c'est sans doute le pire que j'ai jamais ramené. En même temps, Crâne de Cristal et Indiana Jones, personnellement, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Je ne connais pas. Donc c'est très cool. J'ai joué pas assez d'heures pour prolonger mon speech sur le récit, mais si vous avez une PS4, il y a plein de gens qui sont en train de dire que c'est potentiellement le jeu de l'année, et je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Bah, c'est un des jeux les plus attendus en tout cas cette année. En tout cas, voilà, le début est vraiment génial, ce que j'en ai fait, moi je me suis vraiment régalé. Et je pense que, en tout cas dans ce type de jeu-là, action-aventure à la troisième personne et compagnie, bah il n'y a pas de concurrence, quoi. Donc voilà, donc achetez une PS4 si vous n'en avez pas. Achetez une PS4. Ou demandez à votre... Il y a des packs en plus, ou sinon empruntez des PS4. Demandez à à des votre potes bon copain de vous prêter sa PS4 avec Uncharted. Quand j'aurai fini le jeu, tu l'auras. Mais Ah je finis le jeu d'abord. Voilà, on fera tourner, on fera des soirées Uncharted. Et on va continuer dans le jeu vidéo avec un truc auquel on est plusieurs à avoir joué, puisqu'il s'agit de Overwatch. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Overwatch, c'est un mini-événement aussi. C'est pas de l'ampleur d'Uncharted, mais c'est assez important puisque c'est le nouveau jeu de Blizzard, les développeurs de Warcraft, de Starcraft, de Diablo. Voilà, des gens qui ont fait passer plein de nuits blanches à des Coréens et à d'autres gens. Et ils changent un petit peu de registre puisqu'ils arrêtent de jouer à des RTS, des jeux de stratégie et des meuporg comme on dit sur France 2, et ils s'attaquent au FPS, le jeu de shoot.
Alors Overwatch, le principe c'est tout con, c'est des arènes ouvertes avec un peu labyrinthique, avec plein de couloirs et tout, avec deux équipes de 6 contre 6. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des classes. Tout le monde ne joue pas le même personnage. Il y a des classes offensives, des classes défensives, des classes de soutien. Vous pouvez être aussi bien un archer qui grimpe au mur et qui peut mettre des one-shots avec son arc, un ninja qui balance des shurikens et qui se bat au sabre. Vous pouvez être un cow-boy, vous pouvez être une gamine japonaise complètement kawaii avec un espèce d'énorme mecha en forme de lapin. Et en fait, voilà, c'est des espèces de map à objectifs où il y a soit un point à prendre, soit un truc à défendre, etc. Et donc l'objectif affiché de Blizzard, c'est encore une fois d'imposer ce jeu-là sur la scène multijoueur en ligne sur le net. En compétition, ils veulent en faire un truc qui va vraiment être joué dans les coupes électroniques, etc. En e-sport. Le jeu ressemble beaucoup à un autre truc qui s'appelle Team Fortress 2 qui est gratuit lui, donc commencez par jouer à Team Fortress 2, après peut-être vous voyez Overwatch. Mais je suis pas le seul à avoir joué à Overwatch, donc je vais demander à toi Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que oui, je précise, le jeu était en bêta ouverte il y a pas longtemps, donc tout le monde pouvait jouer. J'ai joué un petit peu, j'ai joué 2-3 heures. Et ça a l'air de t'avoir J'ai enchanté. trouvé ça assez rigolo, mais déjà j'ai trouvé ça que c'était hyper répétitif. Oui, c'est du shoot quoi. Et ensuite... T'as pas trouvé que justement le fait que la jouabilité change à chaque classe, si, ça j'ai trouvé ça, ça vraiment renouvelle très, le trop truc. cool. Justement la petite kawaii avec son gros mecha en forme de lapin, j'ai trouvé ça génial. De toute façon, dès qu'il y a un lapin, toi t'es là. Exactement, et encore plus un mecha. Mais après globalement j'ai trouvé c'était un FPS classique comme il peut y en avoir déjà 15 quoi. Donc t'es pas très Donc emballé. ça m'a pas emballé plus que ça. Et le côté T'as pas trouvé ça mignon? Enfin, Si, chatoyant, c'est rigolo, cartoon, mais, joli. En fait, ce qui m'a aussi dérangé, c'est que Chatoyant. Chatoyant. C'est vraiment chatoyant. Hein. euh, Je te dis, t'as un lapin rose méca. C'est pas plus chatoyant que ça quand même. quelques heures avant, j'avais fait une petite partie de The Division, on en avait parlé au dernier numéro, dans Ouais, la c'est Dark Zone répétitif aussi. avec des gens. Oui, mais là j'avais un vrai côté entraide avec les gens. Alors que là, pas du tout. Bah, c'est vrai que c'est la Overwatch, grande pas limite du de ce genre de jeu en fait. C'est les limites de l'arène en fait, tout simplement. C'est juste. Bah, elles sont assez grandes, mais en fait, là où l'un des trucs qui est intéressant dans la jouabilité, c'est que comme tu as différentes classes, en fait, le but, tu peux changer de classe en cours de partie, hein, t'es pas restreint à ce que tu as choisi au début, mais c'est un peu de trouver en fait la combinaison dans ton équipe qui va pouvoir contrer celle d'en face. Bon, après, effectivement, si tu joues avec 5 mecs qui savent pas jouer et qui sont débiles, tu feras rien. Mais il y a un peu un aspect stratégique là-dessus, en mode. On se fait attaquer, on en prend plein la tronche, donc on va prendre un gros bourrin avec un bouclier, puis derrière on va mettre un mec qui peut le soigner, voilà. Enfin, il y a des trucs comme ça, et effectivement, en fait, il faut jouer vraiment avec tes coéquipiers, parce que si tu vas tout seul comme un con, bah, tu vas te prendre 6K dans la tronche et tu vas faire 2 secondes, quoi. Donc voilà, donc c'est un jeu. Moi, je vous avoue, j'avais un peu peur en fait quand j'avais vu toutes les vidéos, et j'en ai parlé avec pas mal de potes qui m'ont dit la même chose, qui en fait, quand tu regardes les vidéos du jeu, ça a l'air très bizarre parce que les personnages sont totalement tarés, ils ont aucun rapport les uns les autres. En attaque, tu peux avoir un espèce de spectre qui peut carrément devenir un fantôme avec un cowboy sorti d'un western et un ninja qui balance des shurikens, donc il y a tout et n'importe quoi. Et en fait, en jouant, c'est hyper fun. Il y a vraiment le truc, et bon, Blizzard, ils sont quand même réputés pour faire des jeux extrêmement soignés, ils prennent leur temps, ils s'en foutent des deadlines, ils sortent le jeu quand c'est fini. Là, en l'occurrence, il y a encore ce soin-là qui est appliqué. Est-ce que ça va marcher parce que c'est un FPS PC mais qui a aussi été développé pour les consoles, donc il y a déjà des mecs sur PC qui disent ah non c'est pas possible, faut jouer avec un pad et tout. Donc j'en fais un petit peu partie moi-même, mais je ne suis pas non plus extrémiste. Ça faisait vachement réaliste quand tu l'as dit là. On a reconnu le truc là. C'est mon jumeau maléfique qui a parlé, tu vois. Mais et voilà, est-ce que le pari va prendre? En tout cas, c'est parti pour, parce que la bêta donc qui était la semaine dernière, qui a duré 5 jours, a enregistré je crois plus de 9 millions de participants, ce qui est colossal. Les gars ont explosé tous les records, ça a fait plus que celle de Star Wars Battlefront récemment par exemple. Donc le jeu est quand même parti pour faire un carton, vous pourrez l'acheter, vous ne serez pas tout seul sur les serveurs, il y aura des gens avec qui jouer. Mais voilà, ça s'annonce assez intéressant, à voir comment est-ce que le jeu va être suivi, parce que c'est aussi toujours la grande question que ces jeux-là. Après, comme tu dis, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont sorti ça aussi pour faire du e-sport, quoi. Ouais, c'est vraiment l'esprit compétitif. Et En même temps, c'est pas un peu ce qui marche en ce moment sur PC. avec le Julien gouvernement français vient d'approuver l'e-sport. Et Donc, Julien Lepers, c'est coach. Et Julien Lepers, c'est coach d'une équipe de e-sport, c'est vrai. Exactement. Non, bah, si Julien Lepers c'est coach, je pense que Je vais dis me oui, lancer. je dis oui, Voilà. je dis oui. Donc voilà, ça sort à la fin du mois, je crois que ça coûte 39 €, ce qui est pas très très cher pour un jeu comme ça. Et ma foi, c'est fort sympathique.
Et en parlant de sympathique, encore une fois, une autre transition capillotractée, on va aller dans un autre monde chatoyant, un monde plein de couleurs vives, un monde féerique même, j'ai envie de dire. Marseille. David, tu vas nous parler d'eux. Alors, il faut quand même savoir que Est-ce que tu veux faire un Jean-Victor, en introduisant mon sujet, m'a quand même regardé avec un air malicieux un peu flippant. Mais non, mais je suis fasciné, yeux je qui suis brillent. fasciné. Je suis pas le seul en plus. Et donc, voilà. Alors, je pense qu'il faut Est-ce replacer que tu peux un... nous chanter la chanson parce qu'on sait toujours pas de quoi Non. on parle. Mais du coup. non, je peux pas. replace dans le contexte. Non, oui, je pense il faut replacer un Replace le contexte, co- un tranquille. premier Vas-y. contexte, un Premier tout premier contexte. contexte. Il faut savoir que Marc m'a contacté il y a quelques semaines pour savoir si je voulais faire partie de ce premier épisode officiel et tout. J'ai fait oui, pas de souci. Et quand je lui ai demandé de quel sujet on pouvait parler, il m'a fait mais tu prends ce que tu veux, de l'animation obscure, même des Barbie si tu veux. Donc voilà, là je lâche un peu Tu le. lâches Là le- je pose la le truc bombe, sur la voilà. table, là, voilà. Donc Mais je mon sujet. connais tes Donc tu vas passions. parler d'animation obscure. Voilà, je vais. En même temps. C'est vrai. Ça reste de l'animation pure. Donc, voilà, mon deuxième sujet du jour sera donc un film Barbie. T'as dit Oh. Barbie, moi j'ai pris ça comme un défi, tu vois. Donc, Ouais, mais je sais que tu es amateur. J'aimerais presque mettre le jingle de Barbie, mais je m'en souviens plus donc je ne peux pas le chanter. mais en fait, c'est ça qui est très fun avec les films Barbie et Barbie en général, c'est que tu vois quelque chose et tu l'oublies assez rapidement. C'est Comme Marseille. Ouais, mais comme Marseille. C'est pas le même genre, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film Barbie en date parce qu'au début, je voulais parler de la saga Barbie et tout. Je vais en parler Mais un peu aussi. fais-toi plaisir. hein. Mais voilà, donc je vais parler du dernier Barbie en date qui est sorti en mars, qui est Barbie Agent Secret. C'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est la version édulcorée d'Archer. Où est-ce que c'est les Totally Oui, Spies en plus, j'ai trouvé que c'était très. Il y a une continuité. Ouais, voilà, Reste c'est dans ça, la- je reste suis dans une resté dans la certaine même c'est thématique. bien, ouais. Et donc voilà, donc on va le faire sérieusement. Hein. bien Barbie sûr. Agent Secret, c'est un film de Mattel Entertainment. Réalisé par Conrad Anten. Qui a passé sa vie chez Barbie. Il a fait que des Barbie. Il a fait de d'autres l'animation chez Barbie. Il a fait d'autres choses que des Barbie ou pas? Il a fait un petit téléfilm qui n'avait rien à voir, mais tu sentais que c'était au milieu de sa filmographie et qu'il s'était perdu parce qu'il est revenu très rapidement. Et donc il a fait de l'animation, il a été directeur de l'animation sur le film Barbie et il en a réalisé 3 que j'ai noté quand même. Lilliputian et Mariposa qui doivent parler à Océane parce Ah non, que même pas. C'est même trop- pas, c'est encore trop c'est trop tard pour toi. Ouais, Bah, trop tard. ouais, moi je les ai vus, ils sont pas terribles. Je l'annonce. Et C'est quoi donc les autres Hein C'est quoi les autres Ah, c'est ceux-là les deux c'est les deux, c'est Lilliputian et Mariposa Ah, je crois que qui c'était un seul film. font partie de leur arc sur les faits. Parce qu'ils ont un arc sur les J'ai faits. vu les premiers sur les Barbie. Il y a faits. des arcs narratifs Barbie aussi. Cinematic Universe. Ouais. quoi. Bah, c'est Fairytopia le premier sur les faits. Voilà, Fairytopia. Tu sais, on a l'impression de parler d'espèce de culture underground Ah totale. non, mais c'est une c'est. secte. Oui, non, mais on en parlait tout à l'heure en préambule du podcast avant qu'on le lance, mais je faisais une comparaison encore foireuse, comme d'habitude. Mais non. Avec le Marvel Cinematic Universe, mais il faut savoir que Barbie a ses propres phases. On en est d'ailleurs, ce film, Barbie Agent Secret, est le premier de la 4e génération quand même. Il faut savoir. Face Après Barbie Civil War. Exactement, mais des fois c'est un peu ça, dans Oh. certaines histoires. Et donc Barbie Agent Secret, Agent Secret, pardon, quoi ça parle, ça vas-y. parle de quoi? Alors, On se le demande. c'est Barbie avec deux de ses amies qui sont championnes de gym et qui se font recruter par la tante d'une des deux amies de Barbie parce Par le qu'elles ont des capacités physiques extraordinaires et qu'une voleuse de diamants sévit en ce moment dans la ville et elle est championne de gym elle aussi. Donc du coup la tante qui est en fait, on nous la présente comme une vieille tante grabataire qui fait du tricot et qui regarde ses séries, est en fait directrice d'une agence de services secrets Ça tombe drôlement bien. exceptionnelle, qui passe d'un J'ai- accent américain à un accent anglais quand elle J'ai- parle, j'ai un vu peu comme ça- ma jumelle, voilà. Le lien avec Marseille on l'a. Moi j'ai vu ce truc là dans la bande annonce parce que le seul truc que j'ai vu c'est la bande annonce. Et On il y a un mettra en plan lien. où on voit une vieille dame et puis pouf par magie elle rajeunit et elle devient Nick Exactement, Fury. c'est la magie de Spoiler. Barbie. Spoiler. C'est une thématique assez récurrente, la vieille dame qui est de la famille ou qui est dans les proches et qui est en une fait a une grouillotte double de vie. base Ouais. et qui est en fait quelqu'un de très important. Et c'est souvent une directrice d'agent secret. Très bien. Voilà, Mais donc c'est vrai. vous ne verrez plus jamais votre grand-mère de la même manière après avoir vu ce film. Et donc, elle devient agent secret pour aller combattre la voleuse, parce que la voleuse, elle vole des espèces de diamants gemmes qui, une fois réunis tous ensemble, peut Forme le créer gant de l'infini. une... Voilà. ouais, et c'est presque ça, c'est presque ça.
créer une arme en magnétique qui peut tout défoncer partout. Et Oh là ça, là. là, Là, attention, c'est Thanos. c'est dangereux. Et donc le film, Est-ce qu'il y a Nick Fury dans une scène post-générique à un moment? je t'avoue que je n'ai pas regardé le générique en entier, c'était très difficile pour moi. Et voilà. Donc le film, c'est comme absolument tous les autres films Barbie, on est sur un même schéma. C'est-à-dire Barbie n'a rien à faire dans l'histoire et puis on la met dans l'histoire et du coup elle galère parce que voilà. Parce qu'il faut que ça soit rigolo un peu. Mais c'est un film de super-héros, c'est pareil, hein. On a l'apprentissage des pouvoirs au début, on a l'entraînement, et puis à un moment on rencontre le méchant, on n'y arrive pas, oh là là je vais m'entraîner, et puis hop, on finit par réussir. Sauf que là, à la différence Spoiler. d'un... Oui, bon, de toute façon personne va le regarder, soyons francs. Tu m'as donné envie, hein. Et c'est juste que là, contrairement à des films de super-héros ou même des mangas ou de style shonen où parfois ils en chient, ils en prennent plein la tronche et tout, là, comment dire, Barbie y arrive parce que sa tante a dit non mais fais-le avec ton cœur et ça marchera quoi. Tu as l'air de le vivre Ah ouais, pleinement. en Et, plus, il me regarde droit dans les yeux quand il le dit. Là, je suis dedans, quoi. Mais c'est parce que tu m'as regardé avec un air bizarre. Mais non. Et donc voilà, donc le film n'est pas bien. Spoiler. Mais c'est j'en ai regardé beaucoup, soyons francs. Mais c'est la question que j'allais te poser. oui. Pourquoi tu regardes ces films si tu sais que c'est pas bien? À la base, Qu'est-ce en qui fait, te fascine chez Barbie? j'ai toujours dit que pour connaître le bon, Il faut voir le mauvais. il faut connaître le mauvais. C'est Voilà, vrai. donc du tout à fait coup, le vrai. problème c'est que normalement tu es censé en faire un petit peu, et là, Là, t'en as fait voilà, vingt. avec quelques potes, on est parti sur un délire là-dessus, et du coup, on en regarde quand même beaucoup. Mais c'est toujours très intéressant parce que c'est au final, comme ils font à chaque fois la même chose, mais retranscrit dans des histoires différentes qui sont entièrement pompées sur des auteurs de littérature classique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver du Scrooge comme que j'ai vu récemment, où on va avoir des Trois Mousquetaires, on va avoir Le lac des signes. le lac des signes, Casse-noisette, exactement. Réponse. Exactement, Je on va connais avoir pas du trop. Shakespeare, on va avoir. Il y a une Barbie super-héros il y a pas longtemps, où c'est entièrement pompé sur Marvel. Enfin, tu sens en fait que les mecs, ils ont pas envie de mettre du pognon dedans, ils ont pas envie de se faire chier à écrire une histoire, donc ils prennent, ok, ça c'est cool, hop, vas-y, tu mets Barbie là-dedans, et puis on y va. Donc le film doit pas Attends, il y coûter aura très cher. Barbie Saw. J'ai pas trouvé combien coûtait un film Barbie. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est moche. C'est très moche. Mais c'est justement là où c'est intéressant, c'est que chaque phase, chaque génération, tu sens qu'ils poussent le concept jusqu'au bout et qu'à un moment on arrive vraiment à la limite de l'époque, enfin la limite supportable de l'époque. Il faut savoir que Barbie Agent Secret est moche, mais est beaucoup moins moche que ceux de la troisième et de la deuxième et surtout de la première génération. Mais qu'ils ont quand même, pour un film sorti en 2016, facile 15 ans de retard sur n'importe quel studio d'animation mineur, on va dire. Je te parle même pas d'un DreamWorks ou un Pixar, tout ça. Je fais non. Dire que les premiers films Blue Sky qui étaient déjà en retard par rapport à d'autres, c'était plus beau à l'époque. C'est la Par rapport à- Joconde par rapport à Barbie. Agent mais Secret. c'est voilà. Mais c'est toujours intéressant. Là, en plus, maintenant, ils font des efforts. Parce qu'avant, les films Barbie, c'était toujours des copier-coller. Tu prenais un personnage, tu voulais faire des personnages secondaires, tu prenais le personnage principal, tu lui changeais la couleur des cheveux et hop, t'avais ton personnage secondaire. Fairytopia, c'est vraiment hardcore à ce Mais sujet, oui, d'ailleurs. oh là là, le bal des 12 princesses où Oui. t'as Ah oui, Barbie, oui, totalement oui. Mais oui, mais c'est horrible. tu prends Barbie et en fait Elles il y sont a, toutes il y a quatre méconnaissables. générations, il y a Oui. 4 générations de Barbie et ses sœurs et en fait c'est à chaque fois, mais elles sont 12 quoi. Elles sont Et il y en a 3 de chaque génération et les 3 c'est à chaque fois les mêmes. Hop, 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 Mais en tu fait, on a changes. l'impression que c'est un bad trip ton truc. Mais Enfin, la honnêtement, façon dont tu décris honnêtement, ça, bourré entre potes, c'est mais c'est c'est vrai. assez exceptionnel. Mais Pas sobre. est-ce que les histoires se suivent? Certaines oui, comme je disais, il y avait des arcs, comme l'arc des fées. Par exemple, on a des suites. Oui. Et certaines font référence à d'autres films, mais globalement sur ceux de la dernière génération, pas trop. Ils essayent de moderniser et faire des histoires dans l'air du temps, comme avec les super-héros, les agents secrets, etc. Moi j'ai une vraie question, sérieuse. Vas-y. Vraiment. Je suis une fille ou même un garçon d'ailleurs, j'ai 4-5 ans. Je suis client Barbie. Est-ce que ça a un quelconque intérêt même pour les gamins? Ou est-ce que c'est vraiment nul au point que tu peux pas foutre ton mioche devant? Alors, je dirais que pour les plus vieux, pas tellement. Les nouveaux, ils font un effort sur l'histoire. Et ils font un effort sur les rebondissements. C'est moins prévisible que Marseille, par exemple. J'annonce, je le pose sur la table, je le dis comme ça, le dernier Barbie Agent Secret, il y a des petits rebondissements que je n'attendais pas. Oh.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait il a fait oh. Ouais, c'est à peu près ça. Mais oh ouais, quand même. Mais sinon, globalement, on voit Oui, le truc oui, arriver, quoi. D'accord. Mais en fait, c'est assez intéressant. Donc, je vais quand même dire des trucs sérieux dessus. Ça ne marche plus. Comme Marseille. Ça ne marche plus financièrement. C'est-à-dire qu'à une époque, donc c'est que des directs ou vidéos, bien sûr. Ouais. Il y a une dizaine d'années, il faisait quand même jusqu'à 20 millions de dollars sur des ventes vidéo là-dessus pour des films. Ce qui est pas déconnant en ce qui fait. est pas, Non, c'est pas mal, ouais. c'est Quand tu penses pas qu'un mal. DC, genre un Batman en Blu-ray, un truc comme ça fait 5 millions à peu près. C'est du chiffre. Bah, par exemple, jusqu'à 2012, il faisait encore entre 10 et 20 millions de recettes sur de la Ouais. vente vidéo. Et là, ils sont clairement à la peine. C'est limite si on divise pas par deux les recettes chaque année. Après, ça Sachant coûte que- rien, de toute façon, Bah, je pense que à produire. normalement ça leur coûte rien, mais comme ils essaient de changer leur style, ils ont changé leur style d'animation maintenant. Ça veut dire qu'on n'est plus sur du rigide, où tu vois clairement que. Enfin, je sais pas, Ouais, le j'ai par modèle exemple 3D Barbie Filfer, 3 mousquetaires en tête, un des derniers que j'ai vu, où globalement Barbie se prend une botte de paille sur la gueule. C'est comme si c'était une boîte qu'on lui avait balancée sur la tronche. Il n'y a aucun mouvement sur la paille. Elle saute dans un arbre, la branche ne bouge pas, les feuilles ne bougent pas, etc. Tandis que là, maintenant, il y a un vrai effort sur l'animation. C'est-à-dire qu'on se fout un peu moins de la gueule des gens. Toute proportion l'animation. gardée, non? Mais comme je dis, on a des années de retard, mais les cheveux bougent. C'est un truc tout con, hein, mais Barbie qui C'est court, vrai que dans Princess Réponse, par exemple, ils ne bougent c'est pas, ils sont rigide, rigides. alors que maintenant, Comme dans Tomb elle Raider court et il y a les cheveux qui sont. On parle pas de réponse, tu vois. On parle pas de réponse de Disney ou qui a un travail sur les cheveux extraordinaire, mais ça bouge un peu. Ce qui, mine de rien, Pas dans trop, le pas monde trop. de Barbie, c'est une révolution pour de vrai. Il y a de vrais décors. Là, par exemple, dans Barbie Agent Secret, il y a un vrai travail de background que j'ai trouvé, même sur les plus récents, que j'ai trouvé d'ailleurs des fois plus travaillé que sur certains films d'animation récents, où tu vois qu'ils ont eu des problèmes de production, des coupures de budget, et qu'ils ont clairement, au hasard, la Reine des Neiges dans le château qui est vide à l'intérieur. Bah, certains Barbie sont bien plus travaillés au niveau du background de ce côté-là. J'ai une question. Du coup, est-ce qu'ils continuent à sortir des objets dérivés de ces films? Parce qu'à Énormément. à mon époque, t'avais toutes les Barbies, t'avais Casse-Noisette, t'avais Réponse. Avec toute la ligne avec le marketing. Avec le truc, Exactement. Et du coup, bah en fait, je me rends plus compte s'ils continuent Bah, de sortir. Ça continue beaucoup et ils ont même pas réduit leur nombre de films, sachant qu'ils font plus de pognon, enfin plus énormément de pognon avec. Là, je vois celui-là par exemple, il a fait 2 millions de ventes vidéo, ce qui est par rapport aux 20 millions qu'on avait avant, ce qui est quand même assez ridicule. Et globalement, tous les derniers sont sur cet ordre d'idée-là, sachant qu'ils en sortent quand même 3 par an et qu'ils ont l'air d'avoir mis plus de pognon dedans. Mais par contre, pour soulever le débat, pour avoir un truc vraiment intéressant, c'est comment on peut traduire cette baisse de rythme financier là-dedans. C'est vraiment une vraie question ouverte là. Non, mais c'est bien, on parle Comment, de toi, très comment ils sérieux. en arrivent là-dedans, et Pourquoi j'y Barbie réfléchissais fait la un crise peu et je me disais que peut-être on arrivait sur une Barbie, c'est un personnage qui est vieux et qui est maintenant fortement en concurrence au niveau du jouet. Ouais, il y a C'est-à-dire notamment les qu'on- Monster High, on avait tous ces trucs-là. Barbie qui était l'icône du jouet féminin à une certaine époque. Maintenant, exactement comme tu dis, on a des Wings, des Monster High, etc. Donc il y a une vraie concurrence au niveau du jouet. Les enfants sont plus tant à fond sur Barbie que ça, ce qui Mm. fait qu'on le voit d'ailleurs sur leur nouvelle poupée, parce que j'ai fait l'expo. On va en parler après. Figure-toi qu'il paraît que l'expo est hyper bien. L'expo est très sympa, ouais. Alors, oui, alors, juste pour rappeler, cette expo, elle est à quel musée? Elle est à Elle est Paris. aux Arts Ludiques. Hein. Aux Arts- Attends. Non, pas du tout. C'est au musée. Oui, c'est au musée. chercher, Alors c'est attends, pas du tout c'est cher. celui qui est C'est collé Expo. au Louvre. Hein. Oui. C'est les arts décoratifs. Ah, non les arts C'est- décoratifs, les arts voilà. décoratifs. Et pardon. moi, j'ai monté un sujet dessus pour Gulli, et effectivement, l'expo a l'air super chouette. L'expo est très sympa, ça couvre toutes les périodes, le style, la Parce que c'est philosophie l'histoire de, derrière de voilà. la poupée, ouais. Il y a la philosophie derrière la poupée Barbie et ce qu'ils font à chaque fois pour comment dire, à chaque fois qu'ils arrivent à un blocage au niveau de bon on fait plus de thunes, qu'est-ce qu'on peut faire Comment pour ils réinventent améliorer, les voilà, machins, ouais. comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer, et là maintenant leur nouvelle tactique c'est de faire des poupées Barbie qui sont plus réalistes. On va garder la Barbie avec les proportions pas réalistes pour une femme, mais on va avoir une Barbie un peu plus forte, une Barbie typée de couleur, mais pas typée du genre on a pris la même et on l'a mis avec une peau. Ah oui, j'avais entendu Ouais. parler de ça, effectivement, des Barbies. Mais maintenant on a de vrais avec des proportions des Barbie différentes, métisses, on a une Barbie latino, on a une Barbie black, enfin c'est et avec des physiques très différents ils sont démarqués, et mine de rien je trouve ça intéressant comme angle d'attaque. Ouais, après, à savoir est-ce que ça se vend, mais.
L'avenir nous le dira. Oui. Et, est-ce Donc que, n'hésitez pas, hein, juste est-ce pour que- est-ce l'anniversaire de David, il faut lui offrir des Barbie. est-ce que dans les films, il y a Ken aussi? Alors, très régulièrement, il y a Ken et il s'appelle pas souvent Ken, comme Barbie ne s'appelle pas souvent Ok. Barbie. Oh, l'arnaque. Mais il y a toujours un Ken et sur les nouveaux, c'est ça aussi un des trucs que je trouve intéressant. En fait, à partir de la troisième génération, ça devient vraiment intéressant de voir l'angle qu'ils ont pris sur leur film. C'est que il y a toujours une histoire d'amour. Le personnage masculin n'est jamais fort. C'est toujours Barbie qui est forte, avec ses amies qui sont fortes. Les méchants sont souvent des femmes et elles sont pas ridicules, contrairement aux méchants mecs qui sont toujours ridicules, genre des Jafar-like absolument immondes. Mais à chaque fois, il y a toujours un message intéressant derrière et il y a potentiellement toujours une intrigue amoureuse, mais qui est vraiment ultra secondaire par rapport à l'histoire. Et surtout, globalement, ils servent pas toujours à grand chose, les mecs à l'intérieur. Eh ben, Les tu sais Ken, quoi ouais. Tu m'as donné presque envie de voir Barbie agent secret. Je pourrais. C'est pas le pire. C'est pas quoi le pire. du coup? Non, Ah, cela- c'est quoi le pire, c'est quoi le meilleur? C'est quoi Ouais, le pire et le meilleur, vas-y, allez. Le pire que j'ai vu, je pense que ça doit être Mariposa ou Fairytopia 2. Je vends du pense rêve. que c'est. Il y en a un avec des espèces de petites fées qui essayent d'empêcher l'urbanisation d'un parc. Et elles attaquent des. Mais un peu comme ils avaient fait dans. Dans quoi? Dans Rio 2, je crois. Qu'ils empêchaient la destruction d'une forêt et que du coup tous les oiseaux attaquaient des bulldozers et compagnie. Rio 2 a entièrement. C'est dans le premier C'est dans le d'ailleurs. premier, C'est dans Rio le a premier, entièrement pompé sur Barbie parce qu'ils font exactement la même chose des années avant, Avec des Barbies. mais avec des petites fées. Et des petites fées et des petits animaux. Pareil. Et donc le meilleur Ton Et, préféré le Allez. meilleur. Fairytopia 3. Non, l'arc des fées est vraiment ignoble. Je le conseille à personne. J'ai bien aimé celui sur le super-héros. Où elle se fait mordre Par une araignée. par un papillon. Bah oui, je connais. C'est vrai que les Se fait papillons mordre, morts, c'est très connu. Non, gros, il y a un scientifique qui fait des expériences et il jette sa fiole parce qu'il pense que ça marche pas. Il y a un papillon qui va boire le truc. Et il vient voir Barbie qui chope les pouvoirs. Et ce qui est très fun, c'est que contrairement à un Spider-Man, tout le monde chope les pouvoirs. Tu sais, c'est Oprah, tu vois. C'est allez, you get the power, you get the power. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire la gentille, la pote de la gentille, la rivale de la gentille, le chat de la gentille, le chien de la gentille. Il y a un chat papillon, Il y a un chat. Non, ils volent. j'achète. Et ils attaquent avec. C'est bon. Ils balancent des boules de paillettes. Je sais ce que je regarde ce soir. C'est fabuleux. Non, franchement, il est fabuleux celui-là. Et le méchant finit par choper les pouvoirs et du coup il envoie des paillettes vertes, pas comme des paillettes roses comme Barbie. Et le crapaud, parce que le méchant a un crapaud de compagnie, chope des pouvoirs et du coup on a un duel humain contre humain et après animaux contre animaux. Enfin, parce qu'il y a toujours des animaux dans Barbie. Ils sont, Ouais, c'est mignon. mignons. Voilà. Non, je fais des guillemets, on les voit pas là, mais je fais de très grosses guillemets. Ils sont moches, c'est horrible. Ne mettez jamais. C'est que dans le cahier des charges, tu vois, il faut un animal de compagnie. Dans Barbie Agent Secret, c'est des animaux robotiques qui sont censés être mignons, mais ils ont une gueule. Et ils sont là, mais non. Tu donnes des coups quand tu vois un truc comme ça. Enfin voilà. Mais ouais, Barbie, je sais plus comment il s'appelait celui sur les super-héros, mais il était fun et pas trop mal fait. Donc voilà, s'il faut en regarder un, c'est pas Barbie Agent Secret forcément, c'est Barbie Super-Héros. Bon, Barbie Agent Secret se regarde aussi. Il est plutôt drôle. Mais alors, oui, donc il faut juste préciser le contexte dans lequel on voit un film Barbie, pas sobre, j'imagine, pas seul. Ouais, je l'ai regardé cette semaine, j'étais sobre, c'était difficile mais c'est passé. Mais sinon non, mais pas seul, ouais, c'est un truc à regarder entre potes juste pour voir ce que c'est que de la mauvaise animation quoi. Très bien. Et là, par contre, l'exposition, on la conseille. L'exposition par contre est vraiment très très sympa, ouais. C'est jusqu'au 18 septembre et c'est au musée des arts décoratifs 107 rue de Rivoli et c'est à partir de 11 € la visite. Ouais, puis pour le coup, je crois que ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que moi, d'après ce que j'ai vu, il y a notamment une espèce d'une énorme vitrine avec des Barbies thématisées, Mad Men, Batman, Exactement. Alerte à Malibu, etc. Donc ça a l'air très rigolo à faire. Et pas mal il y a toute une partie sur
des expositions qui avaient été faites sur Barbie au travers de différents artistes, photographes, peintres, etc. Et c'est très. Oui, Barbie comme muse en fait, c'est ça. On retrouve du Warhol dedans et c'est très. Très intéressant en fait, juste comme ça. J'y suis allé pour le délire, pour rester dans la continuité de mes films. Et en fait, il s'est avéré que c'était vraiment très sympa. Voilà. Très sympa au sens propre. Donc quitte à choisir, préférez Ouais, l'exposition voilà, si vous Barbie. voulez aborder quelque chose dans Barbie, allez plutôt voir l'exposition parce que c'est vraiment très Mais intéressant. du coup, est-ce qu'on a trouvé un rapport entre Barbie et Marseille ou Mais pas au oui, début, tout à l'heure on l'a oui, dit. on l'avait. C'était quoi déjà? L'accent. Voilà, Ah oui, le changement d'accent. exactement. Exactement. Donc quoi, Benoît Magimel a pompé sur Barbie, je pense. Ou l'inverse, on le saura non, jamais. c'est peut-être. Bah, je pense qu'il doit faire un film Barbie en 2 semaines. Donc, comme il est sorti en mars, il y a moyen que ce soit Barbie qui est pompé pour le coup. Très bien. On va passer à un thème qu'on n'a encore jamais abordé dans ce podcast et c'est Océane qui nous l'amène, donc c'est très très bien. On va parler musique avec là encore un événement colossal, un truc qui a été attendu et on ne savait pas quand ça allait arriver et ça nous a un peu tombé sur le coin de la tronche. C'est Radiohead qui a sorti un nouvel album en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et ça s'appelle A Moon Shaped Pool, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est leur 9e album qui arrive 5 ans après le dernier The King of Limbs. Entre-temps, du coup, Tom York, Johnny Greenwood ont eu leur projet personnel. Johnny Greenwood a composé la musique des 2 derniers Paul Thomas Anderson, si je ne dis pas de bêtises. Il n'avait pas aussi fait celle de Very Be Blood? Il me Si, semble. exactement, oui. Mais Donc, c'est avant 2011. Ah oui, c'est vrai. Mais bref, il a fait Voilà. de la musique. On s'attendait à leur retour depuis quand même un petit moment. Enfin, moi, je suis très très fan depuis bientôt 15 ans, donc je suivais assidûment les nouvelles. Et c'est vrai que quand on a constaté que les réseaux sociaux, que les pages de Radiohead commençaient petit à petit à devenir toutes blanches, Ah oui, Et ils ont voulu effacer leur présence en voilà, ligne. ils ont voulu effacer tout le contenu qu'ils avaient mis sur les réseaux sociaux, y compris la page de Tom York sur Twitter notamment. Forcément, ça a annoncé les nouvelles, puisqu'on le sait, leurs campagnes de promotion sont à chaque fois assez chouettes. Et du coup, en l'espace d'une semaine, on a eu 2 clips, dont un réalisé par Paul Thomas Anderson pour Daydreaming, qui a d'ailleurs été diffusé dans certains cinémas aux États-Unis en 35 mm. C'est la classe. On peut se le permettre quand on s'appelle Radiohead, c'est cool. C'est la classe. Et donc l'album est sorti dimanche dernier à 20h sur quelques plateformes, sachant que Tom York a quelques soucis avec Spotify et voilà, il n'est pas trop fan, donc Donc il a préféré Tidal. voilà, Tidal notamment et Google Play, j'ai pas tout compris à leur délire, mais bref. Et donc voilà, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Pour l'instant, c'est mon album de l'année. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils aillent encore plus dans l'expérimentation que In Rainbows et The King of Limbs, les 2 derniers qui étaient quand même assez électro, encore plus limite que les précédents. D'ailleurs, The King of Limbs, ça avait pas trop plu, je crois, à l'époque. Exactement. C'est un de ceux qui a le moins satisfait les gens, entre guillemets, quoi. Après, voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime sur cet album, mais c'est vrai que là, ce 9e album est vraiment à la hauteur. Ils reviennent à des fondamentaux, ils reviennent à une sorte de simplicité qui leur faisait défaut, même si c'était pas un souci pour moi pour leurs précédents albums. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que sur cet album, la dernière chanson de l'album, donc True Love Waits, elle a été composée il y a 21 ans. Elle avait déjà été jouée en concert, non? Voilà, il ne l'a jouée qu'en concert à de rares représentations. Et du coup, cette fois, elle a été retravaillée pour être sur l'album. Et j'aime beaucoup il me semble qu'il y a une autre chanson aussi de l'album, je crois, c'est Burn the Witch. La première, ouais. Voilà, qui a également été composée il y a un paquet d'années. Et je trouve que cet album est très intéressant sur la manière dont ils se réapproprient leurs propres chansons qu'ils ont écrites il y a 20 ans. Ouais, un peu comme un voilà. groupe peut faire évoluer une chanson en concert, eux, ils ont décidé de faire ça pour le disque. Ouais. Voilà, et je trouve ça très intéressant parce que là, j'ai lu ça dans un article, c'est une question de contexte quand on le sait, mais Tom York et sa compagne se sont séparés il y a quelques mois. Donc quand on sait que c'est True Love Waits qui termine l'album, tout de suite la chanson elle a un autre contexte et forcément ça a une portée encore plus forte. C'est pas seulement un cadeau pour les fans, mais je pense que c'est aussi une manière pour eux de boucler la boucle. Et voilà, je trouve ça vraiment très touchant parce qu'en soi ça récompense aussi la patience des fans qui ont guetté True Love Waits sur n'importe quel album. Et cette notion de récompense pour les fans, de remerciement que je trouve très touchante et qui contribue à la qualité de l'album.
Non, puis en plus, moi, je l'ai écouté une seule fois, mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est les instruments qui sont utilisés, parce qu'on n'est pas du tout dans le schéma du groupe de rock classique, batterie, basse, machin. Ouais. Notamment pour Burn the Witch, la première, je crois que c'est des violons en fond, etc. Ouais. Et t'as un vrai travail en fait d'orchestration. Après, moi, je l'ai écouté une fois, j'aime bien le début de l'album, mais bon, en même temps, je l'ai écouté dans les transports en commun, j'étais pas non plus très concentré. Je trouve que ça perd un petit peu peut-être sur la suite, mais je suis pas le plus grand spécialiste de Radiohead au monde non plus, donc et puis je l'ai écouté qu'une seule fois. Mais voilà, il faut juste préciser par contre que ce n'est pas du tout l'ambiance de Barbie. On est dans quelque chose de radicalement différent. Et ça peut être intéressant que la bande son à Barbie soit faite par Radiohead. Ça pourrait rendre le truc encore plus what the fuck. Ça pourrait être drôle. Faudrait quand même pas gâcher un film Barbie comme ça. Il y a un certain c'est pas cadre à bien. respecter. Non, mais tu peux pas jurer non plus. Mais donc ouais, en termes d'ambiance, c'est un peu fantomatique, enfin pas nostalgique, mais mélancolique et ouais, fantomatique. C'est peut-être Ouais, on sent que c'est la fin d'une ère, peut-être le début d'une nouvelle, mais en soi, si ça devait être le dernier album de Radiohead, ce serait un très beau point de conclusion. On va pas leur souhaiter ça quand même. On a perdu Moi, trop je veux d'artistes. d'autres albums parce On que a perdu clairement. trop de bons artistes récemment pour souhaiter Ouais. ça quand même. Puis même Tom York, on sent qu'il a un regain de productivité qui est assez phénoménal à 50 ans, parce qu'on voit d'autres groupes anglais qui ont commencé à la même époque que Radiohead et qui se vautrent totalement aujourd'hui. Je ne dirais pas de nom. Ah si, Si, balance. mais ça balance, ça Name balance. name dropping. Quand tu entends l'an dernier les derniers Muse et Coldplay, tu te dis que voilà, En même temps, Muse, ça a jamais commencé. Alors, Oh, je rejoins disons que Alexandre c'est- là-dessus. c'est quand même Muse, intéressant. depuis 15 ans, ne fait plus rien d'acceptable. Coldplay, ils ont fait un album bien. non, d'autres. non, non. ça c'est. Non, il y a eu des choses bien avec Coldplay, mais Mais on est d'accord, c'est un c'est groupe mort. ouais, mais c'est marrant parce que voilà, ce sont 3 groupes anglais. C'est vrai qu'ils ont commencé un peu grand. Ouais. Ils ont commencé au même moment et c'est intéressant de voir que c'est la trajectoire du groupe le plus irrégulier en matière de sortie d'album qui au final s'en sort le mieux. Et en fin de compte, voilà, c'est la preuve que Radiohead est décidément un des plus grands groupes en activité. Et merci à eux pour cet album. Mais Moon Shaped Pool, donc on rappelle que ça vient de sortir. Alors il est pas encore dans les bacs. Il me semble que ce sera en juin et il y a tout un tas d'éditions collector, vinyle, la totale qu'on peut commander sur leur site. Avec un coffret grosse boîte pour Alexandre qui Ouais. adore les Voilà. coffrets grosse boîte. Mais donc voilà, et donc effectivement il est déjà en écoute sur plusieurs systèmes de streaming, sauf le principal Spotify, c'est quand même très con. Apparemment, ils sont en train de négocier, mais Sachant que je crois qu'il y a Burn the Witch sur Spotify si j'ai bien vu. ah, Parce que c'était le single et ils ont réussi à choper le single avant la sortie de l'album évidemment. ça, je sais pas, mais je sais que Tom York disait qu'en gros, oui, Spotify, c'était le P d'un corps mort ou je ne sais quelle bêtise. Il a un beau sens de la formule, donc à voir pour Spotify. Bon, quand tu dis ça mais qu'après t'es sur Tidal, c'est quand même que t'es un petit peu vendu, c'est triste. Oui, Enfin oui, bon. mais c'est très paradoxal. C'est un discours promo Kanye West a aligné le chèque assez je pense. intéressant. Et donc il y a une tournée aussi cet été j'imagine. Oui, ils font plusieurs festivals. Ils passent en France 2 soirs de suite au Zénith, il me semble, en juin. Mais fin mai ou juin, dans ces eaux-là. Donc voilà, si vous aimez Radiohead, vous allez pouvoir kiffer. Et si vous n'aimez pas ou si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de s'y remettre. C'est Et- une très bonne introduction. Enfin, c'est une bonne introduction à leur musique, je trouve. C'est un très bon compromis de toute leur période. Voilà, faut juste réussir à trouver l'album. C'est c'est Voilà. un peu le défi. Et après, voilà, ce sera bon. Moi, s'il est sur Google Play, ça va quand même. Et on va passer à d'autres super-héros, mais pas de la musique, des vrais super-héros pour le coup, avec des vrais super-pouvoirs. L'autre événement du mois de mai, Un des événements, parce qu'en fait, il y en a plein. On n'arrête pas de dire. Voilà, il y a Marseille. 36 événements. Au mois de mai, il y a Cannes, Marseille. On parle de Civil War, c'est ça? Et X-Men Apocalypse, le nouveau film. Je sais plus le combien c'est, le 6e C'est le officiellement 6e, je de crois. la. Ah non, c'est C'est le c'est le 6e. sixième. hors Si on compte spin-off. pas les Wolverine, ouais, Sans- c'est sans- ça. Non, Et mais Deadpool ils aussi. n'existent pas. Mais Non, le Deadpool- premier n'existe pas, Dead- le deuxième est bien. Deadpool, c'est pas vraiment. Je crois qu'officiellement, il est considéré Il est dans la considéré continuité. dans la continuité, vas-y, exactement, oui, c'est X-Men. ça. Il y a quelques mutants, c'est juste qu'ils avaient, comme il le dit, Deadpool, Ils ils avaient avaient pas pas de assez de thunes, thunes ouais. Il pour. n'y a pas assez de thunes pour le mettre. Alors Et moi, donc voilà, X-Men, 2 ans après l'excellent Days of Future Past, revient pour X-Men Apocalypse. moi, j'avais une question à vous poser. Est-ce que X-Men ne serait-elle pas, hors Spider-Man, la meilleure saga super-héroïque au cinéma? Ça balance direct. Là. J'aurais pu te répondre oui, mais ensuite j'ai vu X-Men Apocalypse. Oula, Ah. oula, Oh. Ça va, il va se passer des trucs. Ouh. Il va se passer des trucs.
Ouais, si, je sais pas si c'est la meilleure des. Je sais pas si c'est la saga la plus intéressante. Il n'y a pas beaucoup de comparaisons non plus, hein. Il y a que Marvel en face quasiment. Donc, Oui, c'est ça. En gros, Bah, et t'as après, il y a les Marvel, trucs de la Fox, DC. quoi. oui, il y a les Ouais. trucs de la T'as Fox, il y Marvel, a Enfin, les DC, autres. on va laisser de côté les 4 Fantastiques. DC, ça compte pas trop. Lesquels Je pense Il y a qu'il pas faut assez- les garder il y dans. a pas assez de comparaisons. Non, non, donc, ils sont là. Mais En plus, c'est le ouais, même ça se studio. tient. Singer, Assume, Singer, ils sont il fait là, du bon ils sont boulot. là. Bah, c'est vrai qu'en fait, le truc avec X-Men, c'est que c'est l'une des rares franchises qui est tenue par des auteurs où enfin, Mm. en l'occurrence, un Enfin, auteur un auteur principalement, principal, ouais. mais où tu sens que le gars, il a mis de ses tripes dans le film, de ses thématiques dans les films, etc. Mais alors justement, la question, c'est est-ce que Apocalypse est au niveau? A priori, on a un Pour début de moi, réponse avec Océane. Oui. Voilà, simplement. Réponse d'Océane. Clash. Ouais. Ouais. Moi, je trouve le film, il y a de gros défauts d'écriture, Ah, ça, notamment oui. sur les méchants, avec Magneto qui passe au second plan et En Sabanour qui a des. Un Power Rangers. Qui a un costume de Power Rangers et ensuite qui a des motivations qui sont assez bancales. Mais pour le reste, je trouve que c'est quand même vachement au-dessus du lot de tout ce qu'on peut voir en termes de blockbuster. C'est quand même hyper intelligent, c'est assez maîtrisé. Il y a des écritures de personnages, des passages, moi, qui m'ont foutu des frissons, qui m'ont presque tiré la larme à l'œil. Pour moi, en fait, avec Apocalypse, c'est ce que Bryan Singer voulait faire avec X-Men 3. Ouais, Il y a un peu de ça, il y a ouais. un peu Mais il y de avait ça, déjà un peu de ça dans Days of Future Past aussi. il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire. En fait, il réécrit, il se permet, réécrit toute l'histoire vu qu'il y a pas mal d'X-Men, de choses qui sont effacées, et puis il y a les histoires de continuité et compagnie, donc il peut se faire plaisir. Donc du coup, il en profite, il réécrit les origines de Jean Grey, il réécrit les origines de Cyclope en mode non, non, ce qu'on vous a montré dans Wolverine, c'était de la merde, oubliez, moi je vous raconte la vraie histoire. Wolverine n'existe pas, on est Voilà, d'accord. on est d'accord. X-Men Origins Wolverine, soyons précis. Pardon, oui. il On voit profite- Cyclope dans X-Men Origins Oui. Ouais, On voit Emma je Frost vois aussi, Cyclope il me jeune, semble. ouais, on voit On On n'en voit dira Emma pas Frost plus. aussi. On voit Emma Frost fin aussi. d'X-Men On voit Origins. beaucoup de gens dans X-Men dans un Wolverine plan tout Origin. chum, de Xavier en espèce de CGI bien moche, non? Un truc Oui, comme oui, ça. ils avaient effacé les rides de Patrick Ah oui, Stewart. c'est ça. Ça, c'est c'était Ouais, en c'est trois, ça, non il y a un gros côté géant. Mais ici, il est fatalement là, vu que. Enfin, j'arrive pas à le dire, mais que le méchant dans X-Men Wolverine tire des lasers par ses yeux. Tu À veux un parler moment. de Ryan Reynolds? Mais Ouais, voilà. j'ai comme un flou. C'est quand j'imagine le film, j'ai une image noire. C'est Tu sais plus si je c'est un sais souvenir ou pas. un cauchemar. Je Trop sais bien. pas. On sait plus trop bien. Ouais, mais dans le film, il y a tout un tas d'éléments en fait où on montre que Singer, voilà, a voulu réécrire les défauts des autres. C'est pour ça que aussi on retourne à Alkali Lake avec Weapon X. Désolé pour le spoiler. Euh, et que voilà, le mec, il a voulu faire sa saga, gommer les défauts en jouant avec la temporalité dans le précédent et en réécrivant des trucs. Et puis s'amuser sur le fait que comme on est sur une nouvelle timeline, puisque Voilà. ça a été... On est Attends. sur une nouvelle timeline, mais il y a quand même des éléments qui sont un peu similaires. Alors il y a des gens qui y verront peut-être un espèce de best-of où Il y a un peu de ça, effectivement il y a un petit peu côté de ça qu'on voit dans des cages, qu'on retrouve aussi, des choses comme ça. Mais moi je trouve que ça fonctionne en fait, donc du coup c'est pas très grave. C'est pas beaucoup de très grave parce que fanservice quand même. Hein. Je trouve que le Moi, c'est film, un des trucs ouais. qui m'a en fait étonné. J'aime bien le film, je suis pas un fan absolu du film, alors qu'à la base j'adore les X-Men, mais c'est vrai que j'ai trouvé que ce film-là, plus que n'importe quel autre film X-Men, succombait en fait à du fanservice, mais totalement gratos par moment, quoi. Et en fait, ça m'a surpris parce que c'est des trucs que tu t'habitues à voir chez Marvel Ça Studios. m'a pas spécialement marqué, moi. En l'occurrence, Al Galilei, que typiquement, c'est quand ouais, même tout le du passage méga à Cadillac, fanservice, c'est quoi. quand même, Oui. qui sert strictement à rien au récit Ça en sert à fait rien, ouais. finalement. Donc ouais, il y a un peu de ça. Mais il y a- c'est aussi. Si, parce que ça réécrit les personnages, ce passage. Donc, Bah, pas tellement. Pas tant que ça, il y a un peu de ça, mais je pense que voilà, Singer, c'est probablement son dernier, donc il avait envie de se faire plaisir. Et tu sens que le mec, il a fait ce qu'il avait envie. Alors moi, je trouve que tout ça fonctionne dans la première partie, est super. Il y a plein de personnages, c'est éparpillé et pourtant ça se tient. Ouais, après, t'as des petits problèmes Ça de continuité sur son truc. Il y a des mais, petits soucis de ouais où il fait jour chez certains personnages Puis et nuit, nuit puis en jour, même puis nuit, temps. et en même temps, et- t'as une scène qui est toujours la même depuis 40 minutes au même endroit, au même instant, quoi. Ouais, il y a des petits soucis dans le montage et la manière de raconter le truc, mais au global, quand tu prends le truc vu de loin et une fois que le premier acte est fini, puis ça se tient quand même sacrément, quoi. Moi, mon souci, c'est le méchant finalement. oui, Apocalypse, on s'en fout. il a les mêmes genres. Moi, ça m'a rappelé Superman Returns de Singer, Mm. où Luthor a des motivations qui sont complètement à la con. Le mec, il veut créer une île au milieu de l'océan, ça a aucun sens. Et là, en fait, Apocalypse, normalement, Apocalypse, c'est un mec, tu es censé sentir la menace. Il est censé menacer des gens.
là, il détruit des bâtiments. Ok, il détruit des trucs emblématiques, genre l'opéra de Sydney qui vole en éclats et ce genre de conneries. Et d'ailleurs, ça c'est assez marrant parce qu'ils avaient vendu ça en mode on va faire une vraie menace globale, mondiale. En fait, il menace Sur deux rien. plans du monde et C'est basta. 2 bâtiments qui volent en éclats, 3 bâtiments qui volent en éclats. Et lui, il a qu'une seule, le seul truc qu'il a en tête, c'est de se transférer. Parce qu'il faut expliquer, au début du film, on nous montre qu'Apocalypse vieillit et donc transfère son corps à chaque fois dans quelqu'un d'autre. Et la scène d'introduction, c'est un vieil Apocalypse qui se transfère dans Oscar Isaac. Mm. Et en fait, toute l'histoire, c'est qu'il va vouloir se transférer dans quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, la menace, c'est pas de la menace, ça. C'est un gars qui pense qu'à lui et c'est pas super intéressant. Mais est-ce que c'est pas un problème global qu'on a sur les films de super-héros maintenant où les grandes menaces ne sont jamais vraiment menaçantes en fait? Ben, dans Days of Future Past, quand même, les sentinelles, elles étaient hyper menaçantes. Je sais pas si tu l'as vu ou. Oui, si, oui, je l'ai vu. Surtout que Mais, t'avais le côté dans le futur, etc. Vraiment dernier rempart de l'humanité qui était plus mais poussé. En fait- si tu veux comparer par rapport à Civil War ou un truc comme ça, on n'a jamais la. C'est là, mais on s'en fout un peu, quoi. Ouais, là, c'est particulier avec les X-Men parce qu'en fait, X-Men, ça a toujours été une franchise où on mettait d'abord en avant les problèmes des mutants entre eux. Ça a toujours été les mutants contre les mutants et les autres gens pas trop. Mais les X-Men, c'est aussi des super-héros. Et là, justement, c'est la première fois qu'ils avaient un méchant où il y avait une vraie possibilité de montrer des X-Men au service de la population. Et finalement, on reste dans ce petit milieu de mutants entre eux. C'est dommage, quoi. Et ce que j'ai trouvé très dommage aussi, c'est que le discours n'évolue absolument pas depuis le début. C'est limite, on régresse avec Mystique, qu'on voit à tout casser 5 minutes en bleu. Parce que Oui, le c'est reste, vrai. c'est Jennifer Lawrence qui est en Jennifer Lawrence. Ouais. Et je trouve que C'est c'est vaguement super expliqué quand même. dommage. Oui, mais en fait, je trouve ça super dommage qu'on nous vend du mutant et fier depuis First Class. Ouais. Et Ah j'ai oui, l'impression qu'au fur et à mesure des films, ça régresse et qu'au final, on assume, mais en fait non, mais oui, mais non. Et j'ai l'impression que c'est super changeant. Et en fait, j'ai l'impression que sur le thème de la différence que Singer avait jusqu'ici très bien traité, avec sa patte sur First Class, là j'ai l'impression qu'il a plus rien à raconter dessus parce que Ouais, il a même fait le tour de la question. Ouais. tout ce qui est sur Cyclope, tout ce qui est sur Diablo, même Jean Grey, ça ne raconte absolument rien. Alors les jeunes acteurs sont très très bons. Ty Sheridan en Cyclope, Oui. Il est très bien. il est très très bien. Mais j'ai eu Même Sophie l'impression. Turner. Ouais. Elle est un Au peu, début du film, bof, mais après, un ça peu- va. Elle est un peu mono-expressive quand même. Ouais, mais bon, Jean Grey peut-être non expressif dans la vie, Mm. tu sais. Mais globalement, je trouve que thématiquement, le film n'a rien à raconter. Et ce qu'il aurait pu raconter via Apocalypse qui endoctrine, Ouais, sur le côté Ces religieux, chevaliers, ouais. et je trouve que c'est pas du tout abouti et qu'au final, C'est un peu les comme 4 ça qu'on nous le cavaliers, présentait dans les ils en premiers font teasers, rien. d'ailleurs, le côté religieux et fanatisme et compagnie. Ah, moi, c'est un des trucs que j'aime bien dans le film et que j'ai toujours aimé en fait chez Bryan Singer, c'est ce côté réécrire l'histoire, en fait, la grande histoire, en y injectant les mutants et en faisant une espèce d'uchronie où les mutants ont participé à énormément de choses, etc. Et notamment la scène d'intro qui se passe en Égypte antique, etc. Où tu te rends compte que les mutants sont là depuis très longtemps et tout, c'est cool. Et notamment la réplique que tu vois dans le trailer où ils disent ah oui, c'est comme les quatre apocalypses, enfin les 4 chevaliers de l'apocalypse de la Bible. Et l'autre qui fait non, c'est pas la Bible qui a créé le truc, c'est eux en fait. Ça j'aime bien, mais c'est vrai qu'en fait finalement Apocalypse c'est quand même tellement raté dans le film et en plus son maquillage est vraiment dégueulasse pour le coup que Ça avait pas mal polémiqué d'ailleurs à l'époque, quand on Ouais, avait ouais, vu c'était les fait premières défoncer, images. ouais. Et il l'avait changé un petit peu, non? Je Mais sais- apparemment je sais pas pas si assez, ça c'est se ça? voit. Changé. Même Oscar Isaac, il est Ouais. bloqué sous le costume. Et pour le coup, autant tout ce qui est maquillage et solide, c'est mieux que les CGI. Mais là, il aurait fallu limite trouver un compromis des deux, CGI et maquillage, parce que là, c'est juste pas possible. Moi, quand je voyais les photos, en fait, durant les premières annonces, tous les films X-Men, à chaque fois qu'il y a de la promo, je sais pas si tu te souviens de First Class, quand il y avait les premiers visuels de First Class, mais c'était horrible et tout le monde se foutait de la gueule en disant ça va être de la grosse merde. Et même Days of Future Past, le premier trailer Il y a était toujours eu un horrible. petit côté kitschou, il y a Ouais. X-Men, la Bah, franchise. si Mais- tu reprends la gueule de Dent de Sabre dans le premier X-Men, Oh, Mais C'était même, horrible. le même panache. quand ils ont montré les premiers visuels de Quicksilver dans Days of Ouais. Future Past, tout le monde disait ouais, il va être mieux dans Avengers. Voilà, maintenant on en rigole, mais bref. Mais Apocalypse, je me disais dans le film, ça va le faire. Et en fait, non, ça le fait pas. Il a vraiment l'air con sous non, sa, parce qu'en fait, il sa est pas couche du de tout latex. Quoi. menaçant. Non, puis il a l'air con avec son Et moi, costume. il quoi. y a un petit truc qui m'a dérangé, mais on en avait déjà discuté. C'est qu'on sait comment ça va se passer, puisqu'à la fin de Days of Future Past, on voit Jean, on voit Scott, on voit Tornade,
on sait qu'il reste vivant. Oui, mais ça, c'est la fin de la première trilogie. Et c'est C'est une, pas et c'est une censé autre être la timeline. Et il c'est le, pas il la le dit à timeline. la dernière scène de Days Normalement, of Future Past, Tu c'est peux filouter comme ça. Mais en fait c'est une nouvelle timeline alternative. C'est ce qu'il dit à la fin de Days of Ah, Future ouais. Past, quand le dernier Ah, plan oui. sur McAvoy qui dit mais le futur n'est jamais écrit. Hmm. Sous-entendu, on va pouvoir faire une autre Parce timeline et que, on s'en ouais. fout quoi. ça veut dire, allez hop, YOLO, c'est bon. YOLO, je vous On emmerde. fait ce qu'on veut, quoi. Bah, d'ailleurs, pas pour revenir chier. à Days of Future Past, on peut parler un peu de la scène de Quicksilver dans Apocalypse. Ouais, bah dans l'effet redite pour le coup. C'est incroyablement redite et en plus je trouve que ça brise l'effet dramatique de la scène Mm. qui précède parce parce que c'est Ouais. quand même pour moi c'est une des scènes les plus prenantes du film, les plus intenses, et d'un seul coup il se pointe C'est un gag, ouais. et c'est un gag avec la petite musique d'époque qui fait bien parce qu'on est dans les 80s, attention. Franchement j'étais en mode mais ça te sort complètement du film. Mais c'est vrai que le film, moi je trouve, j'aime bien le film, hein, je trouve qu'il est sympa, je trouve que le casting défonce et tout, mais je trouve qu'il y a vraiment pour la première fois de la saga dans les films principaux, excepté X-Men 3, il y a vraiment cet effet redite quoi. En mode où il y a plein de scènes, tu fais ouais, je l'ai déjà vu et un peu en mieux. Alors je trouve pas le film du tout désagréable, hein, je trouve que c'est quand même du beau divertissement, il y a 2-3 trucs où t'en prends plein la gueule et où tu prends du plaisir, mais je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, par rapport surtout au précédent qui était quand même vraiment excellent, je trouve qu'il y a un peu l'effet déceptif quoi. Alors c'est pas mauvais, c'est pas, je mets ça au-dessus d'un Marvel Studios aussi, En mais même je trouve temps, que c'est pas. tu dis qu'on voit un peu toujours la même chose, mais excuse-moi, les Marvel Studios, Ah oui, non mais je dis toujours pas que la même c'est. chose. C'est horrible depuis très longtemps, Marvel depuis Studios. depuis Iron Man, depuis le deuxième, c'est le même schéma à chaque fois, à chaque film, c'est le même Oh, schéma. regarde Civil Sauf, War, les, quoi. sauf les Gardiens de la Galaxie, mais sauf les Gardiens de la Galaxie qui sort un peu du lot. Mais Civil War, typiquement, c'est l'exemple typique du film Marvel. C'est exactement le même schéma, et au final, tu peux enlever le film de Lana du Marvel Cinematic Universe, ça changera Oui, rien. c'est vrai que la fin du Civil War, c'est la même fin qu'Avengers 2, t'es en mode. J'ai déjà vu ça quelque part. Non, bah, et puis ça reste du divertissement où tu es là sur le moment, tu te fais pas chier, c'est intéressant à regarder et tu sors du truc et tu sais plus vraiment de quoi ça parle quoi. Oui, alors que c'est vrai que par exemple, là, Apocalypse, ça commence avec une scène où tu vois des mecs se battre avec des super pouvoirs en Égypte antique. T'as jamais vu ça dans un film Marvel Studios, et t'as cet aspect-là qui est toujours intéressant et ludique, mais je trouve que en fait c'est plutôt un truc narratif quoi. Où vraiment il y a des moments où tu dis ouais, j'ai Oui, déjà vu c'est cette des problèmes- scène-là. C'est des problèmes d'écriture. Le film a des vrais problèmes d'écriture, mais après, je trouve que quand même, ça reste quand même vachement au-dessus de l'eau. C'est un blockbuster qui a de l'ambition. Enfin, c'est hyper ambitieux. C'est ambitieux mais je trouve que le symbolisme est tellement forcé à des moments. T'as l'impression qu'il te surligne ça au feutre fluo. Le En petit fait, ce qui est drôle, panneau c'est quoi, là lumineux qui C'est clignote ouf. comme ça. C'est Ouais, que ça c'est clignote. c'est plus fin comme Oui. ça l'était. Ouais, mais Mais C'est forcé moi, quoi. moi, ce que Yeah. j'aime bien dans les X-Men, c'est que c'est vraiment des personnages auxquels j'arrive à m'identifier. Ouais, ça marche toujours. Contrairement, enfin, je vais pas m'identifier À Tony Stark. soit à Tony Stark, soit à Chris Evans, quoi. Alors que je Ah si, Chris Ah, Evans. t'as à tu peu vois, près la j'ai même les couleur de petits terres, les cheveux mêmes quoi. muscles. Enfin, T'as un peu le même swag et tout. Alors que je vais beaucoup plus pouvoir m'identifier à des adolescents qui sont paumés et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu perds un peu cette dimension avec le personnage de Mystique qui apparaît, enfin il y a une très belle scène quand ils sont en dehors du château, quand elle est en bleu et que tout le monde la regarde en disant mais en fait vous êtes une héroïne pour nous parce que vous vous êtes montré dans Days of Future Past. Je trouve que c'est une scène qui est super belle et là qu'on retrouve vraiment pas du tout dans les autres films de super-héros. Donc voilà, il y a des choses, il y a quand même des choses à sauver. C'est pas un Ah, mauvais carrément, film. c'est C'est un pas bon- le moi, désastre moi, que les j'ai- critiques moi, j'aime américains bien, vendent. C'est pas un mauvais C'est un bon film. divertissement. Là où c'est un C'est peu pas au niveau des anciens, Là où mais c'est un c'est tout quand petit même peu louable, quoi. frustrant, c'est que comme c'est le dernier et que c'est Apocalypse, on s'attendait à un truc au-dessus. Oui. Ouais. Et en fait, finalement, T'as un Days of effet, Future un effet Past est- déceptif, ouais. Ouais, voilà, est Mais- plus réussi. Alors moi je me posais une question, le prochain film X-Men, ça va être New Mutants. New Mutant, ça va être focalisé sur Sur Scott, une nouvelle Jim équipe. C'est la et- suite Non, ouais, c'est probable. Ce sera probablement une nouvelle équipe. Ce serait une Ouais, nouvelle ouais, équipe, c'est ce serait une pas nouvelle Ty équipe. Bah, il Sheridan parle et de tout, qui est Xavier déjà dans le film, mais à voir si les acteurs aussi, etc. Ouais, Sachant que le prochain en termes de sortie, ce sera Wolverine 3, qui sera aussi le dernier de Hugh Jackman. Oui, donc, mais là ce sera différent. Enfin, en fait, je pense qu'ils vont amorcer ce que Marvel va amorcer avec la phase 4, à savoir renouveler le roster avec des nouveaux personnages, etc. Et moi, Mais- ce qui va m'intéresser, c'est de voir si le film va fonctionner au box-office ou pas. C'est vrai que c'est curieux parce qu'en plus, il sort un peu dans une période à la con. Donc, Voilà, et en fait, c'est vraiment. On savait que. Enfin, on se doutait pas que Deadpool allait marcher autant, mais ça semblait quand même un peu assuré. Batman vs Superman, ok. Civil War, ok. Mais X-Men Apocalypse, en fait, la nouvelle trilogie, elle a pas fonctionné autant que ça au box-office. First Class, ça a été très très tendu. Days of Future Les Past autres aussi. Future Pass, ça avait pas été un énorme. Enfin, c'était pas. ça a marché, mais c'est Ça- pas un ça- carton. Ah, quoi. ouais. Ça marche, mais c'est pas non plus en un même temps, truc Civil War méga fait pas un solide, hein. carton non plus, non Ouais, Ils déjà vont, plus de ils vont 700, dépasser je le crois. milliard bientôt, Ouais. très bientôt.
Oui, ils D'accord, vont ok. coller une branlée à Batman en J'ai 2 j'ai semaines. vu en France où c'était pas fabuleux, mais au niveau mondial, c'est. D'accord. Mais du coup, en fait, parce que pour moi, là, ce qu'ils ouvraient avec Apocalypse, c'est la nouvelle équipe, mais avec Scott, Mais avec Jean, des personnages qu'on connaît déjà, mais pas oui. dans cette version-là, quoi. Voilà. Ce qui avait été annoncé pour les nouveaux mutants, j'ai ressorti l'article, c'est les spécialistes sauront de qui on parle parce que moi ça me dit rien, mais les nouveaux mutants en l'occurrence, ça devrait être Rocket, Felina, Solar, Magic, qui est une sorcière et qui est la sœur de Colossus, et un type qui s'appelle Warlock. Et c'est un film qui sera réalisé par Josh Joss Boone. Boone, qui a fait Nos étoiles contraires. Mais ça fait longtemps que ce Génial. projet Ouais. il est annoncé. Bah, après, oui, c'est le prochain dans les Mais cartons. il n'y a pas Gambit dans les cartons? Et oui, c'est vrai qu'il y a un film Gambit Oui, mais avec le Channing tournage a Tatum. été décalé d'ailleurs. Le tournage a été Shining. repoussé Toujours avec... avec Taylor Kitsch. Non, avec Non, Channing Tatum. Channing. Ah. Shining. D'ailleurs, Tatum avait fait de la grosse promo au Comic Con l'été dernier. Ouais, il ils était étaient apparu tous sur venus, scène, genre, hé, regardez, Avec les acteurs des c'est 4 moi, Fantastiques. voilà, c'est moi votre nouveau pote. Et puis finalement, entre les acteurs des 4 Fantastiques qui se sont pris au four et lui dont le tournage est repoussé, c'est pas gagné quoi. D'ailleurs, Michael B. Jordan, ça y est, il s'est barré chez Marvel Bah, Studios pour Black je suis un Panther. peu triste d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé revoir une nouvelle version des 4 Fantastiques avec le même cast. Mais bon, C'est vrai. Mais En version bon film. C'est vrai Oui, que le cast ça était peut pas être dégueu. intéressant. j'aime bien le premier. Mais donc voilà, donc c'est une petite déception, mais allez-y quand même parce que c'est sympathique. Parce que c'est toute proportion gardée, c'est quand même vachement au-dessus de l'eau de tous les trucs de Et il y a des, super-héros qu'on ouais, a il pu y a voir des cette année, belles hein. scènes dedans. Ouais. Et il y a Michael Fassbender. Oh, super point de transition pour la Ah, bravo, Transition, bien oui, joué. bien Oh joué. la vache, Alors, putain, on est bien. bon. Je suis On vraiment n'a excellent. pas trouvé de point commun entre X-Men et Marseille. C'est un petit peu décevant. Mais Marseille, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup décevant. Voilà, on l'a. Mais donc oui, Michael Fassbender joue Magneto, mais... Moi j'ai un lien. Hein. Ah, bah, vas-y, vas-y. Entre Magneto et Xavier, qui étaient potes et que finalement ils sont plus potes, ils se trahissent, machin compagnie, on est sur du Magimel de Pardieu quand même. Hein. Magimel, ouais, effectivement, il y a un À la peu de différence ça, que ouais. c'est pas la mairie de Marseille, mais c'est la terre. Voilà. Ok. Voilà. Et Ça la marche, maison ça des fonctionne, mutants. j'achète. Voilà. Donc, voilà, Et donc Michael Fassbender. Michael Fassbender, à propos d'attente et peut-être de déception ou pas, on va parler un petit peu actu pour finir ce podcast, puisque cette semaine est sorti le trailer, tant attendu ou pas, j'en sais rien, de Assassin's Creed, l'adaptation des fameux jeux vidéo, donc avec Michael Fassbender et Marion Cotillard au casting, et Justin Kurzel, si je dis pas de conneries à la réal. Et Jeremy Irons. Ah oui, il est dans le film, ok. Je savais Ouais, pas. Ouais. on le voit dans le trailer. Ouais, Jeremy Irons chez Abstergo. Mais ouais, Justin Kurzel à la Ah oui, réalisation. exact, oui. Bon, il va encore jouer un rôle comme dans Batman vs Superman, ça va être super. Donc oui, grand trailer, fameux machin, du deuxième film cette année adapté d'un jeu vidéo. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'enfin la malédiction va être... à propos des adaptations de jeux vidéo va être cassée, est-ce qu'enfin on va avoir des bons films? On le saura déjà un petit peu à la fin du mois avec Warcraft. Mais voilà, c'était pour savoir qui a joué autour de cette table à Assassin's Creed? Moi, N'importe tous, lequel. je les ai tous finis. Très rapidement sur le premier, moi. Voilà, donc déjà, ça montre le succès quand même de cette franchise qui a touché beaucoup de gens. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce bien beau trailer monté sur du Kanye West? Bah moi j'ai Oui, Kanye bien West. kiffé, mais après je suis un fanboy de la série, j'ai joué à tous les jeux, j'ai retrouvé tous les éléments et c'est du fanservice à mort ce trailer. Du coup moi j'étais totalement dans mon élément et je fais waouh c'est trop bien, je veux voir ça en vrai et tout. Donc t'as kiffé Kanye West? Ouais carrément. J'ai même pas j'ai pas kiffé Kanye West. J'étais prêt à accepter cette horrible musique. Mais il y a eu un trailer qui a été remonté avec la musique Woodkid, du jeu vidéo. Avec la musique de Woodkid, ouais, qui a servi Et, pour le qui trailer Trailer de Révélation. Mais non, moi j'y crois. J'ai vraiment envie d'y croire. Il paraît, j'ai pas vu Macbeth. On m'a dit que c'était C'est bien plutôt Macbeth, bien. ouais. Il y a des trucs assez canons visuellement dans Macbeth. J'ai pas vu son premier film, c'est quoi? C'est les Crimes de Snowtown? Ouais. Quelqu'un l'a vu? Non. Ok, Non. on pourra pas dire si c'est même parce qu'il paraît que c'est très bien. Mais J'ai vraiment envie d'y croire. si vous voyez le tu regard vois, désespéré d'Alex. déjà, faut le dire ce qu'il y a. Le trailer, il a quand même plus de gueule que le trailer de Prince of Persia. Oui, enfin bon, si Oui, tu parles de la peste ça et le va. choléra, c'est un Il peu a le aussi même plus genre, de hein, gueule que le finalement. trailer de Mario Bros. Hein, Et il a si aussi tu veux, plus ça va. plus de gueule que le trailer de Marseille. Donc on l'a, c'est bon. Mais non, en plus, c'est pas des branquignoles qui sont derrière la caméra, qui sont devant la caméra. Bah après, la question, c'est Moi, quelle est la marge de manœuvre qu'ils vont avoir? Parce Moi, qu'on sait que pour Warcraft, Sam Raimi devait réaliser le film, et il se serait barré parce que Blizzard contrôlait le truc à fond, et en gros, il fallait faire le jeu à la lettre. A priori, quand on voit le trailer, c'est ça.
et que en fait voilà, en gros il était technicien, il faisait pas ce qu'il voulait, et du coup le réal de Warcraft, Duncan Jones, c'est un gros fanboy de Warcraft, donc c'est passé. Et sur Assassin's Creed, il y a des rumeurs comme quoi chez Ubisoft ce serait un peu le même délire. Et bon, soi-disant, ils ont ils vendent ça en mode c'est Michael Fassbender qui a voulu faire le film, on lui a laissé choisir qui il voulait pour le faire, etc. Et soi-disant en coulisses, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc est-ce qu'ils vont avoir la marge de manœuvre suffisante pour faire un film? Parce que moi, le trailer, je le trouve rigolo, mais j'ai juste l'impression de voir une cinématique en live de Assassin's Creed en fait. Moi, mon vrai problème, c'est que il refoule ces parties d'Animus, D'Abstergo. d'Abstergo. Donc, dans le jeu, c'était déjà super chiant. Alors, dans le film, en plus, il y a Marion Cotillard. Ça te vend pas du rêve, quoi. Est-ce qu'elle va mourir mal dans ce film? Mais non, j'ai vraiment envie d'y croire. J'essaye de réfléchir à des bonnes adaptations de jeux vidéo. à part Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Silent Hill, je l'ai pas vu, mais Mais il est C'est pas pas mal. très mais, bons échos. c'est À pas, part c'est ça, pas ouf. Non, mais après, pour Ubisoft, Mario il y a Bros. il y a un investissement parce que c'est souvent. Ces adaptations, c'est souvent les studios qui récupèrent des franchises et qui en font un peu des trucs à leur sauce. Comme, Là, ils produisent, on est d'accord. là, ils mettent ils ont monté une boîte. C'est Ubisoft Studio qui a Ouais. été monté. Et il y a des projets derrière. Donc, notamment pour eux, Splinter Cell après. ils ont pas intérêt à se planter. Mais du coup, comme tu dis, moi je pense que c'est sûr qu'il y a des mecs qui contrôlent le projet et qui leur disent non, ça c'est comme ça, c'est machin. La différence avec Warcraft, c'est que Warcraft c'est basé sur les personnages du jeu et l'adaptation du jeu. Là, c'est une nouvelle histoire, donc c'est toujours Abstergo et ça va ressembler au précédent. Notamment la période historique, c'est l'Inquisition espagnole Là, qu'on n'a jamais eu dans les films. Là, dans les c'est jeux. l'Inquisition espagnole. C'est pas Desmond. Michael Fassbender. Michael Fassbender. Vous n'avez pas entendu, mais c'est David qui tripe tout seul. J'en perds. Voilà, Michael Fassbender, c'est pas Desmond, c'est un autre personnage. Donc il y a des choses un petit peu. Il devrait avoir une liberté de manœuvre légère parce que c'est différent et parce que justement C'est pas une adaptation littérale, quoi. c'est pas une adaptation littérale. Par contre, ça va être contrôlé parce qu'il y a du fanservice à caler dedans. Le trailer, c'est ça. Hein. Il doit grimper à des tours et se jeter dans des Et faire bottes de son foin. fameux saut, ouais. Il Très doit, virevoltant. tu vois, il y a un animus chiant, il y a tous ces trucs-là. Et peut-être, si Ubisoft le pense à la Marvel, ils vont chercher sans doute une connexion à l'univers du vidéoludique. Donc du coup, il faut que ça se tienne. Donc du coup, il y aura forcément des mecs derrière, un peu en mode chiant. Parce qu'il y a voir. des théories sur le net comme quoi, en fin de compte, ce film-là sera un nouveau chapitre en fait dans la saga Assassin's Creed globale, et qu'en fait, c'est un truc qu'on pourra rajouter à l'histoire des jeux, quoi. C'est ça, c'est l'idée. Du coup, ça devient un espèce de, pas cinématique universe, mais un espèce Multimédia de Universe. multimédia universe, jeux vidéo, ciné, où tout se mélange. Comme les Wachowski sur Matrix. J'ai fait le point Matrix de ce podcast. Par contre, moi, je suis pas du tout un grand fan de De la d'Assassin's franchise. Creed. J'ai joué, j'ai regardé un peu mon meilleur pote jouer quand j'étais en coloc avec lui. J'ai fait le premier niveau un petit peu et j'aime pas les jeux de plateforme, donc fatalement, ça m'a pas. Fatalement, C'était c'est pas pareil. vraiment ma cam, quoi. Et je suis complètement détaché de ce truc-là. J'aime bien l'univers parce que je le trouve classe, les artworks, les trucs comme ça, c'est toujours très bien fait. Par contre, en regardant la bande-annonce, moi, ça m'a absolument pas donné envie de voir le film. Bah, parce qu'en fait, la bande-annonce, si tu connais pas l'histoire, elle raconte rien. Ouais, mais C'est c'est que ça. des gens qui sautent en fait. Même en La connaissant bande-annonce. l'histoire, elle compte rien. Hein. Oui, mais tu comprends qu'il y a deux Il est chez époques. Abstergo, ils vont visiter son passé. Oui, mais tu comprends qu'il y a qu'il y a deux époques. Si c'est quelqu'un qui a jamais joué aux jeux Ouais, vidéo, si tu, il se demande ce que c'est, exactement. Si je, Bah, un peu, ouais. si je montre le trailer demain à ma mère, elle va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un type enfermé à l'époque moderne dans un espèce de laboratoire et à côté de ça un type en Espagne 400 ans avant, quoi. Tu vois, c'est pas du tout expliqué, c'est vraiment du fan service pour faire plaisir aux joueurs. Et juste comme ça, moi, j'ai eu l'impression de voir du Prince of Persia. Bouh. N'exagère pas, quand même. Ah non, non, honnêtement, Ouais, je dois c'est reconnaître le que premier c'est un peu truc. vrai, ouais. C'est le premier Ouais, truc ouais. que je me suis dit en regardant la bande-annonce. Je fais ouais, ça a de la gueule, pourquoi pas. Mais visuellement, ça a l'air. Et après, il gambade, il saute. Et je fais, Bah après le C'est Prince of Assassin's Creed, Persia, ouais. Assassin's Creed à la base, le premier jeu, c'était une suite de Prince of Persia, Mm. qui dans son développement a complètement dérivé et c'est devenu Assassin's Creed, mais l'ADN Prince of Persia fait partie du truc. Après, on peut y voir quelque chose de positif là-dedans, c'est que du coup, je n'ai absolument aucune attente. quoi. Ça Mais c'est alors, bien. vraiment aucune Tu attente. ne peux Et donc que kiffer si c'est bien. si c'est bien, je pourrais que kiffer, je serais pas déçu par quelque chose. Exactement. Ça, c'est- On remerciera la carte UGC. Et toi, Océane, t'as aimé ou pareil, ça t'a Euh, laissé totalement indifférente? Bah, en fait, j'ai trouvé que déjà de base, le Kanye West et l'époque, C'est ça vrai ne que se c'est mariait moche. pas du tout. En plus, sa chanson I difficile. Am a God, j'étais là, non, non. Apocalypse, tout ça. C'est connecté. Bah, en fait, ouais, je suis assez intriguée.
aussi par le personnage féminin Ouais. qui accompagne Fassbender, Ouais, moi parce aussi. que ça, elle m'intrigue bien, la petite française qui le suit. C'est le seul truc que j'ai retenu, moi, le Ouais, personnage voilà, féminin aussi. c'est- Notamment voilà. le plan, ouais. Ouais, Tadas qui a Dugas vraiment l'a mis. elle a un charisme et une classe Ouais, Ariane que Labed. Fassi n'a pas pour le coup. Ariane Labed. Ah, tu Et l'appelles donc, Fassi. Depuis que je petit l'ai vu pote. tout nu. Donc curiosité, mais voilà, c'est pas non plus, je suis pas hypée, mais je suis pas non plus super défaitiste. Je suis neutre. Voilà, bah, je pense que c'est la meilleure attitude à aborder pour ce film, pour beaucoup de films, hein, ne pas en attendre grand chose comme ça. On ne peut être que surpris et la déception est écartée. Merci à tous d'être venus. Mais merci. à toi. Merci. On vous rappelle que j'essaie de recaser le truc dans le bon sens, que UpBuddy nous a fourni des bières et que c'est vachement bien, donc on vous rappelle upbuddy.com. Elles étaient bonnes. Elles étaient hein. très bonnes, ouais. .fr, .fr, donc Qui si livre vous des voulez bières livrer des bières chez en vous, 2 heures fraîches. voilà, donc Paris, appelez Intramuros. UpBuddy, faites-vous livrer des bières et écoutez ce podcast, mais bon, je dis En ça à la fin buvant du les bières podcast, en donc ça n'a question. aucun sens, recommencer, réécoutez-le, c'est super. On rappelle que David, tu es je sais plus sur quel site tu es, j'ai vraiment l'air con dans cette coupe. Chez Focus on Animation. Un site Av- sur l'animation qui est Avant, Exactement. avant, il avait ciné l'autre. Oui. Ça, c'était Ah oui, quand même voilà, vachement moi bien. j'étais Ah resté bon. coincé sur Ciné Mais non, ça s'est arrêté et maintenant je suis entièrement chez Focus. ça c'est beau. Et Marc, Océane, Alex, on vous retrouve avec moi sur cloneweb.net, ce podcast est totalement corporate. Absolument. Et voilà, donc on vous souhaite une bonne dégustation, on vous dit à très vite pour un nouveau podcast, et d'ici là, bonne bière et à très vite, ciao. Salut. Salut.